Eh bien, écoutez, bienvenue, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous accueillir aussi nombreux. Ça veut dire que vous êtes soucieux de la prévention des risques en entreprise et que vous êtes prêts à prendre à bras le corps cette réforme sur donc la santé au travail dans cet esprit, encore une fois, voilà, de prévention. Vous verrez que c'est vraiment le cœur de cette loi. Je vais m'en expliquer. C'est la prévention et l'ensemble des mesures que je vais décliner aujourd'hui devant vous. Qui ont été mises en place dans le cadre de cette loi, vraiment mettent un point d'honneur à mettre en avant cette prévention des risques professionnels en entreprise, puisqu'il y a un taux de sinistralité quand même qui est assez important en la matière. Alors, simplement, pour vous expliquer, je ne vais pas égrener effectivement l'intégralité du sommaire, hein, mais sachez que je vais partager ma présentation en deux points. Les changements pour les services de santé au travail qui deviennent des services de prévention et de santé au travail. Je vais m'expliquer. La partie changement pour les employeurs. Alors, la partie, évidemment, changement pour les SPST, je ne vais pas rentrer dans les arcanes du fonctionnement des nouveaux SPST, mais je vais vous expliquer effectivement ce qui peut vous impacter, vous, dans votre quotidien, puisque je pense qu'il est important que vous connaissiez les nouvelles missions qui sont confiées à votre service de prévention et de santé au travail pour que vous puissiez effectivement je dirais, avoir les meilleurs échanges possibles et profiter des services et des nouveaux services qui vont vous être offerts et qui vont vraiment vous accompagner dans cette anticipation et dans cette prévention des risques professionnels. Donc ça, c'est vraiment important. Vous verrez en plus qu'il y a un certain nombre de nouvelles règles qui visent à, je dirais, offrir une certaine transparence et une bonne relation avec les adhérents, parce que vous savez quand même que, pardon, hein, mais les services de santé au travail ont parfois une mauvaise réputation sur certains aspects, et je crois quand même que cette loi aussi, hein, qui résulte d'ailleurs du dialogue social, je vais m'en expliquer tout à l'heure, a vraiment pour objet de restaurer cette relation avec les adhérents et d'offrir un service vraiment utile à vos entreprises. Et puis évidemment la partie changement pour vous direct, hein, notamment par rapport au suivi médical des salariés, et puis les différents dispositifs qui ont été mis en place, toujours dans cet objectif de maintien dans l'emploi sur lequel je vais revenir ensuite. Et puis bien sûr le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est un document qui devient fondamental pour vous. Je crois qu'en sortant d'ici, s'il y a une chose qu'il faudra que vraiment vous mettiez en place de façon extrêmement rigoureuse, c'est la rédaction de ce DURP et puis les obligations qui en découlent en matière de conservation et de dématérialiser, mais j'y reviendrai effectivement tout à l'heure. Allez, c'est parti. Juste une petite pause. Oui, bien sûr. Pour les personnes qui sont en visio, je vous demanderai à tous de bien vouloir couper vos micros pour qu'il n'y ait pas de problème de son pour les autres intervenants. Merci. Apparemment, est-ce que votre vidéo ne fonctionne pas? Enfin, on vous voit pas. Ah, on me voit pas. Pourtant, regardez. Oui, je vois qu'elle est activée, mais c'est noir en fait. Ah. L'écran est noir, donc je sais pas. Bon. Ouais, je suis désolée, hein, c'est des aléas techniques. Excusez-nous, oui, ça ne doit pas être très agréable pour. Ouais, eh ben écoutez, je ne sais pas pourquoi, c'est curieux ça. Ouais, elle est activée, mais. Choisir un fond virtuel, paramètres vidéo. Oui, c'est activé, c'est ça qui est bizarre. Ah oui, effectivement, c'est noir. Oui, c'est noir, c'est ça, je comprends pas. Mettre ma vidéo en miroir, retoucher mon apparence, non. Ça a l'air d'aller, j'espère. Toujours affiché, non, je ne sais pas. Bizarre. Ouais, un filtre, écran partagé, peut-être. Hein. Non, je pense que vraiment l'écran partagé, c'est bon, ça fonctionne. Là, faire tourner à 90. Et tout neuf, mon ordi. Ouais. Ah, je suis vraiment désolée. Ouais. Bon, vous aurez pas régler ce problème-là. Vous m'entendez bien, en tout cas, j'espère. Oui, au niveau du son, il n'y a pas de souci. Je pense que si tout le monde a bien coupé le micro, bon. On peut poursuivre. Je suis désolée pour cette ensemble. Mais non, mais je suis embêtée que ça ne marche pas. Alors, donc, ce que je voulais vous dire d'abord en préambule, ce qu'il faut savoir, qu'on ne sait pas forcément, c'est que cette fameuse loi du 2 août 2021 donc, est issue du dialogue social, puisque cette loi, en fait, a retranscrit
l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, qui était donc issu du dialogue social entre les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés. Donc, j'allais dire, il y a quand même un aspect pratico-pratique, hein, puisque ce sont des hommes et des femmes de terrain qui ont quand même négocié cet accord national interprofessionnel qui a donné lieu ensuite à cette loi, alors, qui a été un petit peu retouchée par le législateur, mais je dirais que ça a une certaine valeur parce que vous savez, parfois, le législateur est un petit peu déconnecté des réalités. Et donc là, effectivement, on a un socle quand même issu du dialogue social. Alors, comme vous le savez, c'est pour ça qu'effectivement, la IPVR et le service de santé de Tournon a souhaité organiser cet instant clé, c'est que cette loi est entrée en vigueur le 31 mars, donc hier, 2022. Alors, ce qui a été un petit peu compliqué, c'est que une grande partie de ce texte est soumis pour sa déclinaison opérationnelle à la promulgation de décrets. Et ces fameux décrets sont arrivés très tard. Ils sont arrivés, vous le voyez, le 16 mars, le 18 mars et même le 5 avril 2022. Donc, il a fallu qu'on attende. C'est souvent comme ça, en la matière. On attend ces décrets. Parfois, dans certains cas, ils ne sont même pas publiés. Donc, on a des mesures qui ne peuvent pas rentrer en vigueur. Voilà, on en a quelques-uns. On en a encore quelques-uns en attente, mais je dirais que pardon, les principaux sont entrés en vigueur. Et vous verrez, je m'en expliquerai au fur et à mesure de mon exposé. Alors, globalement, quelle est l'ambition de cette loi? Alors, je m'en expliquais tout à l'heure, vraiment donner aux nouveaux services de prévention et de santé au travail des missions qui sont orientées vers la prévention des risques. Alors, ça a toujours été le cas, mais le législateur, et donc l'ANI, a voulu renforcer quand même cet objectif de prévention, d'accord? Et puis, bien sûr, clarifier, rendre transparentes les missions confiées au SPST, et puis vraiment faire en sorte par, je dirais, quelque chose de co-constructif, pour reprendre l'expression de Madame Aguebonne, directrice qui est ici présente. Vraiment, on est dans la co-construction entre les employeurs, les salariés, les représentants du personnel et les services donc de prévention et de santé au travail. Toujours pareil, dans cet objectif de prévention primaire. Donc ça, c'était quand même un rappel que je voulais faire en préambule, expliquer un petit peu l'état d'esprit de cette loi. Alors, je vous disais, le premier point qu'on va aborder, c'est donc les changements pour les services de prévention et de santé au travail, sachant qu'encore une fois, il ne s'agit pas, bonjour madame, je vous en prie, de rentrer dans les détails du nouveau mode organisationnel, mais que vous compreniez, je dirais, la nouvelle organisation pour que vous puissiez effectivement vraiment, encore une fois, prendre à bras le corps ces nouveaux services qui vous sont offerts dans un souci à la fois de prévention dans l'entreprise, mais aussi, je dirais, de préservation de votre responsabilité en matière d'obligation de sécurité. Parce que, vous le savez, qui dit prévention, dit obligation de sécurité pour les employeurs. Vous savez qu'elle est extrêmement lourde, cette obligation de sécurité, et que l'employeur engage sa responsabilité lorsque, malheureusement, il ne met pas en place toutes les mesures de prévention dans l'entreprise. Et donc, si la loi du 12 2021 vise à renforcer la prévention, j'estime pour moi qu'il y a un pendant, c'est-à-dire l'obligation de sécurité de l'employeur. Alors, on va voir avec le recul ce que ça va donner, et je pense quand même que va se développer un contentieux au niveau des salariés qui, chaque fois que l'employeur n'aura pas mis en œuvre cette nouvelle mesure de prévention qui lui est imposée par la loi, eh bien, pourra engager la responsabilité de l'entreprise en termes de non-respect de l'obligation de sécurité qui, vous le savez, se traduit par l'octroi notamment de dommages et intérêts. Alors, j'évoque pas tout ce qui est accident du travail, maladie professionnelle, faute inexcusable, mais enfin, tout ça, ça rentre en ligne de compte par rapport à cette fameuse prévention. Alors, les changements pour les services de santé au travail. Alors, vous l'avez compris, je m'en suis déjà expliqué, les services de santé au travail, donc les anciens SST, vont désormais être dénommés services de prévention et de santé au travail. Donc, j'appellerai pour faciliter mes explications les SPST. Alors, SPSTI, service de prévention et de santé au travail interentreprise, comme c'est le cas notamment de la IPVR. Alors, vous allez me dire que c'est symbolique tout ça, mais enfin, il était important quand même de mettre en avant effectivement la notion de prévention dans le nom qui est donné désormais au service de santé au travail, puisque, encore une fois, il s'agissait d'illustrer la volonté des partenaires sociaux de mettre en avant cette prévention, cette mission de prévention, qui existait effectivement déjà, mais qui va se traduire, vous allez voir, à travers les différentes mesures qui sont mises en place dans le cadre de cette loi. Alors, une des
je dirais, un des premiers changements qui peut paraître aussi circonstanciel, mais enfin qui est quand même important, c'est qu'on redéfinit la mission des SPST. Alors, vous le saviez, les SST, donc désormais SPST, ont pour mission principale, ne l'oublions pas, on a tendance à effectivement l'omettre, ont pour mission principale est d'éviter l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. D'accord ? Donc ça, c'est une mission qui existait déjà dans le cadre de l'ancienne réforme de 2012. D'accord ? Et le législateur de 2021 a rajouté une mission qui est donc celle que j'ai citée ici, contribuer à la réalisation d'objectifs de santé publique. Vous allez voir qu'il y a un décloisonnement entre la santé au travail, vous le verrez après, et la santé, je dirais, plus personnelle, pour la préservation de l'état de santé du travailleur compatible avec, alors c'est fondamental, avec son maintien en emploi. Vous allez voir que toutes les mesures, en grande partie, que je vais aujourd'hui aborder, elles ont cet objectif-là. Alors, qui peut parfois être un peu en contradiction avec votre vécu, j'imagine, en entreprise. Je parle sous le contrôle de Monsieur le Président Doré et de Madame Eguebonne, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'inaptitudes qui sont prononcées. Vous savez, souvent, c'est comme ça qu'on arrive parfois à négocier une rupture de contrat de travail par l'intervention du médecin du travail qui parfois prononce une inaptitude. Mais vous voyez qu'on va se retrouver avec des pratiques qui ne sont pas forcément en concordance, effectivement, avec cet objectif de maintien en emploi. Alors peut-être qu'on va amorcer un changement. Vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes pendant l'arrêt maladie du salarié, bonjour monsieur, qui permettent effectivement d'anticiper la reprise du salarié en emploi et de viser vraiment voilà, cet objectif de maintien en emploi. Alors, je n'ai pas évidemment développé l'intégralité de ce nouvel article L4622-2 du Code du travail qui est extrêmement long, mais j'ai voulu quand même faire un focus sur ce qui est important pour vous. Parce qu'encore une fois, ce sont des missions qu'on a tendance à oublier. Donc, dans ce cadre, préservation de l'altération de la santé des travailleurs et maintien en emploi, le SPST doit apporter son aide à l'entreprise de manière pluridisciplinaire, avec l'équipe pluridisciplinaire dont je vais parler tout à l'heure, d'accord, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels. Élément fondamental, selon moi, de cette réforme, conseiller les employeurs, et non pas uniquement les salariés, conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les mesures nécessaires, donc pour éviter évidemment toujours pareil, et diminuer les risques professionnels. Et alors ça, c'est la nouveauté, je dirais, circonstancielle, qui est issue effectivement de l'épidémie du Covid-19, en tenant compte de l'impact du télétravail. Alors, il faut savoir que c'est un rajout de la loi du 2 août 2021, puisque évidemment, dans le cadre du télétravail subi, auquel on a pu être confronté dans le cadre du Covid, on s'est aperçu, puisque la pratique n'était peut-être pas forcément très usuelle dans les entreprises, qu'il y avait vraiment des risques psychosociaux liés au télétravail, liés à l'isolement notamment. Et donc, le législateur a voulu intégrer dans la mission des SPST la notion, effectivement, de conseil aux entreprises et aux salariés et aux représentants du personnel par rapport, effectivement, à l'impact du télétravail en entreprise. Toujours pareil, l'accompagnement également des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants. Vous voyez, c'est vraiment une mission globale à l'égard de tous les interlocuteurs en droit du travail. Donc, dans l'analyse de l'impact des changements organisationnels importants dans l'entreprise. Donc, n'hésitez pas, lorsqu'il y a un changement organisationnel, à vous appuyer sur le SPST, sur le conseil du médecin du travail et de l'équipe, effectivement, pluridisciplinaire. Autre élément circonstanciel qui apparaît dans les nouvelles missions du SPST, qui est lié, évidemment, vous l'avez compris, à l'épidémie de Covid-19 et qui laisse présumer, malheureusement, que peut-être les épidémies vont faire partie de notre vie, et pas seulement celle de Covid-19, c'est que le SPST est chargé de participer à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont les campagnes de vaccination et de dépistage. Donc, s'il doit y avoir dans le futur de nouvelles campagnes de vaccination, le service de prévention de la santé au travail sera véritablement partie prenante dans ces campagnes de vaccination et de dépistage. Voilà, sensibilisation aussi aux bénéfices de la pratique sportive, dont on sait que c'est un magnifique outil de prévention. Faites du sport pour préserver votre santé. Alors, là-dedans, dans le cadre de cette mission, vous avez effectivement un certain nombre de personnels au sein des SPST qui vont vous permettre je dirais, de décliner cette mission. Alors, ce qu'il faut quand même que vous sachiez, mais vous y êtes malheureusement confrontés, c'est que le législateur, enfin, en tout cas les partenaires syndicaux initialement, ont constaté les difficultés des adhérents face à la pénurie, évidemment, de médecins du travail. Donc, l'objectif de cette loi est aussi
je dirais, de soulager quelque part le médecin du travail dans ses missions, de l'amener un petit peu plus, vous allez voir, sur le terrain, parce que c'est fondamental, hein, il faut qu'il aille chez vous, qu'il comprenne vos activités, qu'il étudie les postes de travail, les conditions de travail, ce qu'il ne fait pas forcément. Donc, vous allez voir, on a légalisé la notion de tiers-temps du médecin du travail sur le terrain, d'accord. Et donc, on va donner la possibilité aux médecins du travail, parce qu'ils sont moins nombreux et parce qu'il faut qu'ils se consacrent à des tâches vraiment bien précises, la possibilité de déléguer de manière un petit peu plus concrète, un petit peu plus, je dirais, renforcée. Alors, notamment, l'infirmier en santé au travail, son rôle est affirmé. Alors, vous savez, dans le cadre de la précédente réforme, on avait la fameuse VIP, la visite d'information et de prévention. Au départ, c'est une visite d'embauche qui était réalisée par le médecin du travail exclusivement. Et désormais, effectivement, l'infirmier en santé au travail peut l'organiser. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans cet état d'esprit. On essaye de confier au médecin du travail un certain nombre de missions. Alors, ça fait partie des éléments sur lesquels je ne vais pas pouvoir vous apporter beaucoup de précisions aujourd'hui, puisque on attend le décret sur les précisions des missions qui vont pouvoir être déléguées à l'infirmier en santé au travail. Alors, une grande nouveauté par rapport à cet infirmier en santé au travail, c'est qu'il va pouvoir exercer en pratique avancée, ça c'est une nouveauté, en assistance d'un médecin du travail. Donc, on va lui déléguer des missions un petit peu plus poussées, dès lors évidemment qu'il pourra justifier d'un diplôme. Là, je ne suis pas rentrée dans le détail, hein, je ne vais pas non plus vous assommer avec ce type de détails, mais il devra justifier d'un diplôme en pratique avancée pour pouvoir effectivement se voir déléguer par le médecin du travail ces fameuses missions qui vont soulager le médecin du travail. Alors, d'après le rapport au Sénat de la fameuse loi du 2 août, ça porterait sur le diagnostic de certains risques professionnels, les troubles musculo-squelettiques, les problèmes respiratoires, par exemple. Donc vraiment, qui relève aujourd'hui uniquement de la compétence du médecin du travail. Donc, vous voyez, l'infirmier en pratique avancée, qui dispose d'une certaine expérience professionnelle, va pouvoir en effet pratiquer ce genre de diagnostic. Donc, encore une fois, dans l'objectif de soulager le médecin du travail. On espère que ça fonctionnera parce qu'il faut que les médecins du travail jouent le jeu de la délégation. Donc, je vous le disais tout à l'heure, le tiers-temps, le tiers du temps de travail. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas, on ne le sait pas forcément, je ne sais pas si vous le saviez, mais le médecin du travail, alors c'était dans la partie réglementaire du Code du travail, ça remonte au niveau législatif, c'est très symbolique. Ça veut dire que la loi a voulu donner une force légale à ce rôle du médecin du travail. Le médecin du travail doit passer un tiers de son temps de travail sur le terrain. D'accord ? Donc, il doit effectivement venir chez vous, venir dans vos entreprises et pour rédiger la fiche d'entreprise qui doit être réalisée dans les 1 an de votre adhésion. Il doit étudier les postes de travail. Il doit préserver le dialogue avec vous. Hein. Effectivement, c'est important qu'ils vous connaissent pour, je dirais, apprécier ensuite les missions d'avis d'aptitude ou malheureusement d'inaptitude, préconiser des aménagements de travail qui sont compatibles avec vos activités, parce que parfois on se retrouve avec des avis d'aptitude avec réserve qui ne sont pas forcément adaptés à vos contraintes organisationnelles. Donc voilà, on va instaurer un dialogue par cette présence sur le terrain. Il va aussi participer évidemment aux réunions du CSE, auxquelles il doit être convoqué certaines conditions dans lesquelles je ne rentre pas, mais voilà, il va pouvoir effectivement vraiment être dans cette mission que je vous rappelais tout à l'heure de conseil aux entreprises, aux salariés et aux représentants du personnel dans toujours cet objectif de prévention. Et vous voyez, cette mission, enfin cette présence sur le terrain est tellement importante que les directeurs donc, des SPST doivent faire en sorte, doivent prendre les mesures nécessaires pour que le médecin du travail puisse se consacrer à cette mission sur le terrain. Alors, il a fallu que la loi le rappelle, parce que vous savez, toute la difficulté du statut du médecin du travail, c'est que c'est à la fois un médecin qui est indépendant. Il est indépendant par, je dirais, dans les avis qu'il émet. C'est un médecin, donc il ne subit évidemment aucune influence par ailleurs, mais il est aussi titulaire d'un contrat de travail. Donc, il n'est pas autonome. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'il a aussi un certain nombre de contraintes liées je dirais, à l'organisation du service de prévention et de santé au travail auquel il est rattaché, et il doit effectivement obéir à un certain nombre de règles. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. On a tendance parfois à faire une confusion entre autonomie et indépendance. Ce sont deux choses complètement différentes. D'accord ? Et ça, effectivement, il va falloir que les directeurs veillent effectivement à ce que les médecins du travail remplissent cette mission de façon très concrète.
Alors, la fameuse équipe pluridisciplinaire dont je parlais, vous savez, elle est composée effectivement des infirmiers en santé au travail, mais elle est également composée de plusieurs autres auxiliaires médicaux. Donc, eh bien, on va en effet inclure les auxiliaires médicaux dans cette équipe pluridisciplinaire. Alors, le rapport du Sénat a précisé qui étaient ces auxiliaires médicaux. Ça peut être des kinés, des ergos, des psychomotriciens, voilà, qui participent effectivement, alors c'est logique, hein, à cette mission de prévention, prévention des risques professionnels. Ça passe aussi par ce type de compétences et c'est une bonne chose. Et encore une fois, deuxième aspect, par rapport à cette équipe pluridisciplinaire, hein, par rapport au renforcement donc, des missions, le médecin du travail, toujours pareil, va pouvoir déléguer, alors évidemment sous sa responsabilité, hein, la coordination de l'équipe pluridisciplinaire à l'un de ses membres, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, puisque le médecin du travail était seul habilité à coordonner cette équipe pluridisciplinaire. Donc, il va pouvoir, encore une fois, s'appuyer sur cette équipe ou un membre de cette équipe pour coordonner et animer l'équipe pluridisciplinaire. Donc, il va pouvoir et devoir se consacrer à ces autres missions sur lesquelles il a un monopole, hein, notamment les avis d'aptitude et d'inaptitude qui ne peuvent être émis que par le médecin du travail. Dernier point qui me paraissait important, sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais il faut quand même que vous le sachiez parce que c'est totalement dans l'esprit de la loi donc, du 2 août, et c'est une nouveauté. Les SPST doivent créer une cellule, alors depuis le 31 mars, je suppose que c'est déjà le cas, une cellule donc dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Ça, c'est des mots. Bon, bref, en gros, faire en sorte que le salarié puisse autant que possible être maintenu dans l'emploi. Toujours pareil, c'est cette fameuse mission dont je vous parlais tout à l'heure, l'objectif de maintien du salarié dans l'emploi. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est vraiment de permettre aux salariés qui sont confrontés à des problèmes de santé ou des salariés handicapés à plus forte raison, de rester en activité ou de la reprendre. Alors, sachant, je vous disais tout à l'heure, le maintien dans l'emploi, mais aussi, vous verrez, il y a des outils qui sont mis à notre disposition pour favoriser le changement d'activité ou d'emploi. C'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter d'amener le collaborateur finalement à percevoir les allocations chômage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être changer d'entreprise, on va peut-être pouvoir, modifier le poste de travail, mais l'objectif, c'est vraiment d'éviter que le salarié perde son emploi. Je veux dire, les choses sont très claires hein, en la matière. Donc, c'est le médecin du travail qui animera cette cellule. Et vous voyez, elle va, alors c'est là que ça vous impacte un petit peu, elle sera chargée effectivement de proposer en lien avec l'employeur et le travailleur. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui relève, encore une fois, du dialogue. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas imposer, on va essayer de discuter, de comprendre les besoins du salarié en fonction de son état de santé, mais également les contraintes organisationnelles de l'employeur pour ne pas imposer des avis d'aptitude avec réserve, ou en tout cas des aménagements de poste qui ne seraient pas gérables, d'accord, et qui du coup ira à l'encontre de l'objectif poursuivi, qui est encore une fois celui du maintien dans l'emploi, mais dans des conditions sereines, bien évidemment, pour tout le monde. Donc, là-dessus, la cellule, effectivement, donc, de désinsertion professionnelle pourra être amenée à vous contacter pour préconiser ces fameuses mesures individuelles d'aménagement. Voilà pour ce qui est du renforcement des missions des SPST. Alors, j'ai voulu quand même vous expliquer un certain nombre de choses sur l'organisation des SPST pour que vous compreniez qu'il y a encore une fois une volonté de transparence et de meilleur fonctionnement au niveau effectivement des SPST. Alors, donc, il me semble que excusez-moi. Trop vite. Non, c'est bon. Alors, la première chose, c'est ça, j'ai sauté un slide, mais il me semblait, voilà, les nouvelles règles de gouvernance. Alors, très, très rapidement, parce qu'encore une fois, vous ne serez pas confronté à ce type d'organisme, mais le pilotage national est renforcé par la création du CNPST et du CRPST, qui sont des comités qui vraiment, je dirais, exercent une forme de tutorat un petit peu hein, sur les services de prévention et de santé au travail. Et ils ont un rôle, vous le verrez, en termes de tarification. Parce que vous allez voir, on va en parler tout à l'heure, il y a un changement au niveau de la tarification. Ils vont notamment édicter les grilles tarifaires pour l'offre complémentaire de votre SPST, mais j'y reviendrai tout à l'heure, ça sera plus clair pour vous. Il faut que vous sachiez aussi que l'administration des SPSTI est modifiée. Le conseil d'administration est désormais, alors vous le savez, c'est un conseil d'administration qui est
paritaire, hein, qui a pour objectif de vous représenter, vous, employeurs, mais également de représenter les salariés. Simplement, ce qui change à travers la loi du 2 août, c'est que les représentants des employeurs ne sont plus désignés directement par les entreprises adhérentes, mais par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les entreprises adhérentes. Donc, on a un échelon, effectivement, intermédiaire qui permet de désigner les entreprises adhérentes. Et puis, bien sûr, les représentants des salariés des entreprises adhérentes. Voilà pour ce qui est très rapidement, je ne suis pas rentrée dans le détail pour ne pas alourdir mon propos, mais les nouvelles modalités d'organisation. Alors, ce qui est important, me semble-t-il, vraiment dans une approche qui est, je pense, très partagée de certification et de process qualité, il faut savoir que les SPST donc, sont soumis à une procédure d'agrément, ça c'était toujours le cas jusqu'à maintenant, mais se voient maintenant, en ce qui concerne en tout cas les SPSTI, interentreprises, donc comme la IPVR notamment, donc cet agrément est doublé d'une procédure de certification. Alors cette procédure de certification va être réalisée par un organisme donc indépendant, d'accord ? Et il va y avoir une espèce de cahier des charges qui va être mis en place. Et cet organisme va vérifier effectivement que les services rendus sont de qualité, sont effectifs, notamment que l'offre socle de services sur laquelle je reviendrai est conforme à la loi. Ils vont vérifier donc la gestion financière, la tarification, qui est très sujette à critique, et j'y reviendrai tout à l'heure, et son évolution. Alors, vous voyez, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous le préciser, mais les rapporteurs de la loi ont précisé que l'objet de cette certification, c'était de s'assurer que les entreprises soient correctement prises en charge et afin donc de réduire le sentiment d'insatisfaction, puisque effectivement il y a eu malheureusement des sondages qui ont été effectués au niveau des adhérents actuels, donc le sentiment d'insatisfaction d'une part importante des entreprises adhérentes. Voilà. Et puis il faut savoir que du coup, évidemment, il y a une sanction, qui dit procédure de certification dit sanction. Il peut y avoir une procédure d'injonction qui est prévue par la loi en cas de dysfonctionnement grave. Donc, vous voyez, il y a quand même des contraintes très fortes en termes de qualité, afin de rendre un service vraiment de qualité, pour le coup, aux adhérents que vous êtes. Et ça me semble important que vous le sachiez. Alors, voilà la nouveauté, je dirais, qui va du coup induire des conséquences en termes de tarification sur l'offre donc des nouveaux SPST. Alors, vous allez distinguer deux choses. Vous avez ce qu'on appelle l'offre socle, d'accord, et vous avez l'offre dite complémentaire. L'offre socle, c'est celle qui couvre toutes les missions qui sont prévues par le Code du travail, du SPST, que je vous ai exposé tout à l'heure. Pas dans leur intégralité, je dirais les principales, d'accord ? Donc, cette offre socle, elle inclut toute cette mission. Souvenez-vous, il y avait aussi le conseil à l'employeur, l'accompagnement, d'accord ? Donc, cette offre socle, c'est celle qui est incluse dans la cotisation que vous payez chaque année pour chaque salarié. D'accord ? Fichier d'entreprise, rédaction du DURP, études de poste, etc. Évidemment, je ne suis pas exhaustive là-dedans. Mais voilà pour ce qui est de l'offre socle. Alors, ça fait partie des éléments sur lesquels je ne peux pas vous apporter plus de précision puisqu'on attend le décret. D'accord ? Donc, il va y avoir une liste, effectivement, d'éléments intégrés dans cette offre socle, couverte par la cotisation. En principe, c'est le CNPST, dont je vous ai parlé tout à l'heure rapidement, qui doit, à partir de cette liste, établir le tarif de la cotisation, d'accord, dans le cadre de cette offre socle. Et si le CNPST ne fait pas son job, c'est par décret, par défaut, que effectivement ce taux de cotisation sera déterminé. Je pense que le CNPST fera le job puisqu'il a été constitué fin décembre 2021. Donc ça, c'est l'offre socle. Et on a cette fameuse offre complémentaire qui n'est pas obligatoire. Donc c'est à charge pour les SPST de l'offrir ou pas à ses adhérents. Alors pour le coup, je vais en parler tout à l'heure, mais elle fera l'objet d'une facturation séparée sur la base d'une grille tarifaire. Donc, ce n'est pas inclus, cette offre complémentaire, dans votre cotisation. D'accord ? Bon. Alors, ça m'amène, vous voyez, une belle transition vers la tarification des SPST. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que avant, donc, évidemment, la négociation de l'ANI, un certain nombre de sondages et de statistiques avaient été effectués et il y avait une grande hétérogénéité sur les tarifs. C'est-à-dire que le coût moyen, en fait, d'une adhésion se situe entre 70
et 160 € par an et par salarié au niveau des SPSTI en France. Vous dire, vous voyez, il y avait vraiment effectivement un manque voilà, d'homogénéité au niveau de ces tarifs. Donc la loi est venue aussi régulariser tout ça. Je vous donne aussi notre exemple illustrant hein, qui justifiait véritablement la nécessité de cette loi, c'est que l'inspection générale des affaires sociales avait effectivement fait un sondage en 2020, d'accord, sur l'ensemble des services de santé au travail à l'époque. 54% des entreprises qui ont répondu estiment que le montant n'est pas justifié au regard du service rendu. D'accord. Donc, vous voyez, il y avait vraiment une volonté de transparence, encore une fois, au niveau de cette grille tarifaire, puisque on voit qu'il y a quand même, encore une fois, ce sentiment voilà, d'insatisfaction, mais que vient, encore une fois, régler cette loi qui présente vraiment un aspect extrêmement constructif. Donc, tarification cohérente avec l'offre de services et plus transparente. Alors, pour l'offre socle, cette fameuse offre socle dont je vous ai parlé, qui couvre la mission principale, l'émission principale du SPSTI, elle est donc couverte par cette fameuse cotisation, d'accord, qui est, alors attention, notez-le bien, proportionnelle donc au nombre de travailleurs suivis qui comptent chacun pour une unité. Alors, vous allez me dire, oui, quoi de neuf? Ben si, c'est fondamental. C'est que jusqu'à maintenant, on comptait en équivalent temps plein et on a vu un contentieux se développer sur des entreprises qui n'embauchent que des salariés à temps partiel, parce que ça arrive hein, dans la propreté notamment, et qui considéraient que ça ne devait pas compter pour une unité. Et donc, qui en fait voulaient que la cotisation soit proportionnelle à la durée du travail du salarié dans l'entreprise. Sauf, alors donc il y a tout un contentieux qui s'est développé, et la loi a mis fin évidemment à ce contentieux, fort heureusement. Alors, une raison très simple, c'est que ça peut paraître effectivement mathématiquement logique de réduire la cotisation en fonction de la durée du travail, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est pas parce que je suis à temps partiel que j'ai moins de problématiques de santé à l'entreprise. Pas du tout, loin de là. Il y a même d'autres aspects qui peuvent être liés au temps partiel. Mais voilà. Donc, on a considéré en effet que, eh bien, un salarié, une problématique, indépendamment, en effet, de la durée du travail. Donc, chaque salarié compte pour une unité, d'accord? Et donc, la fameuse offre complémentaire qui va donner lieu à une grille tarifaire séparée, sur laquelle, encore une fois, je parle sous le contrôle de M. Doré et de Mme Aiguebonne, mais je n'ai pas de précision hein, spécifique sur le contenu de cette offre complémentaire, puisque le décret n'est pas paru. Voilà. Mais ça viendra, je le répète, mais en plus hein, et donc grille tarifaire séparée, en plus de cette fameuse offre socle de service. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, alors ça me paraît quand même un peu compliqué à mettre en œuvre, mais bon, écoutez, ma foi, peut-être que Mme Aiguebonne aura quelque chose à me dire là-dessus, je n'en sais rien, mais il faut savoir quand même que le montant des cotisations et la grille tarifaire, donc l'offre socle et l'offre complémentaire, sont approuvés par l'Assemblée générale qui est constituée par les adhérents. Donc, ça me paraît quand même assez compliqué en pratique de soumettre les tarifs aux adhérents. Bon, toujours est-il que, à l'Assemblée générale, c'est prévu par la loi, hein, vraiment. Voilà, et je dirais que ça permet d'atteindre l'objectif de transparence hein, et puis de débat un peu contradictoire sur le tarif, compte tenu effectivement du mécontentement qui a pu être manifesté. Mais vous voyez, on a encore des décrets qui sont en attente, donc là-dessus, je n'ai pas tellement de conseils pratico-pratiques à vous donner en l'absence de recul. Voilà pour ce qui est de la tarification des FPST. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, mais là je vais y aller quand même rapidement, c'est que il y a, et c'est une grande nouveauté de cette loi, un décloisonnement entre la santé publique et la santé au travail. Il faut comprendre que finalement, l'être humain, il a des problématiques certes au travail, il a des problèmes de santé personnelle, mais l'être humain n'est qu'un tout. Et le législateur a considéré effectivement qu'il y avait forcément un décloisonnement entre le vécu au travail, hein, j'ai des problèmes je sais pas, les risques psychosociaux qui forcément interfèrent sur ma vie personnelle. Il y a un mélange, je dirais, hein, la santé est globale, c'est un tout, et la santé au travail et la santé personnelle forment un tout indissociable. Donc, le législateur a décliné ça, et il faut, alors simplement en synthèse, hein, je ne rentre pas dans le détail, encore une fois, pour ne pas alourdir mon propos, mais il va y avoir une véritable porosité entre le dossier médical partagé, vous savez, qui est le dossier médical numérisé hein, du salarié, une porosité entre le dossier médical partagé et le dossier médical en santé au travail. C'est-à-dire que le dossier médical partagé, qui est en principe le dossier médical personnel du salarié, eh bien, il y aura un volet en santé au travail. Et dans le dossier médical en santé au travail, on aura un volet
personnel. Ça veut dire, alors évidemment, sous réserve de l'accord du salarié, bien évidemment, parce qu'il y a le RGPD, il y a tout un tas de contraintes très fortes sur lesquelles je ne reviens pas, mais enfin, voilà. En tout cas, sachez qu'il y aura une possibilité de décloisonnement, de porosité entre ces dossiers pour permettre, encore une fois, d'apprécier l'état de santé globalement du collaborateur, parce qu'on ne peut pas, effectivement, quand on quitte l'entreprise ou quand on quitte son domicile, distinguer entre les deux. Voilà pour ce qui est effectivement de ce DMP, de ce DMST. Voilà. Alors, sachant que là, vous le voyez, je vous ai mis la date, mais la mise en place donc, du volet DMP dans le DMST et réciproquement rentrera en vigueur. Alors, toujours pareil, on attend le décret, mais c'est au plus tard le 1er janvier 2024. Donc, ce qui va nous laisser le temps un petit peu notamment de regarder ce que nous dira le décret en termes de garantie des droits du salarié, parce qu'on parle, ce sont des données médicales, c'est extrêmement compliqué. Voilà, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec ce type de données. Donc, on aura effectivement des éléments plus précis ultérieurement. On pourra toujours éventuellement organiser un nouvel instant clé, si vous le souhaitez, sur cet aspect-là. Alors, les changements, c'est bon, je ne vais pas trop vite. J'ai tendance à parler vite, ça va. Bon. OK. Donc, les changements pour les employeurs. Alors, là, on va rentrer dans le dur de votre quotidien. Alors, je vais d'abord aborder effectivement la question du suivi médical des salariés. Alors, vous le savez, ce sont des visites qui font partie, je vous le disais, de votre quotidien. La visite de pré-reprise et la visite de reprise, qui existent toujours, bien sûr, ont été aménagées par la loi du 2 août 2021 et par ces fameux décrets qu'on attendait depuis belle lurette, donc les décrets du 16 mars 2022. Alors, d'abord, en ce qui concerne la visite de pré-reprise. Alors, vous le savez, c'est une visite qui est organisée par le médecin du travail, d'accord ? Mais, alors, jusqu'à maintenant, elle était organisée uniquement à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil de la CPAM ou du salarié lui-même, d'accord ? L'objectif étant de mettre en place, d'anticiper, alors, l'inaptitude parfois. L'objectif, quand même, n'oublions pas, l'état d'esprit, c'est d'anticiper pour que le salarié puisse reprendre, évidemment, son poste de travail par des mesures d'aménagement et d'adaptation au poste. Alors, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que cette visite, elle était obligatoire. Elle était obligatoire et elle concernait tous les arrêts de travail d'au moins 3 mois. D'accord ? Alors, c'est symbolique, mais en tout cas pour ma partie, ça a vraiment une valeur en termes de contrainte, c'est que la loi, elle fait remonter la visite de pré-reprise, qui était donc au niveau réglementaire dans le Code du travail, au niveau législatif. Ça veut dire que vraiment, elle en fait, je dirais, quelque chose d'extrêmement important dans sa démarche, dans son objectif de prévention, d'accord ? Pré-reprise et prévention. Donc, on remonte au niveau législatif. Alors, cette visite, pour autant, est désormais facultative. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas, le médecin du travail va pas être tenu donc d'organiser cette visite après 3 mois d'arrêt de travail. Donc elle est facultative. Le salarié peut, nous dit le texte, en bénéficier. Alors la grande nouveauté, c'est que auparavant c'était les arrêts maladie d'au moins 3 mois qui étaient concernés. La durée est réduite à 30 jours. À 30 jours. D'accord ? Bien. Et donc, non plus 3 mois. L'initiative, donc, qui était limitée aux médecins traitants, aux médecins conseils de la CPAM et aux salariés, est élargie au médecin du travail. Donc, il peut prendre l'initiative lui-même, effectivement, de convoquer ce salarié à la visite de reprise. Attention, ça, c'est une condition fondamentale qui a été rajoutée par le décret, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé. Parce que vous avez tous cette problématique du salarié qui ne vous prévient pas du renouvellement de son arrêt maladie et dont on ne sait pas en fait si son retour est imminent ou pas. D'accord ? Donc ça veut dire que ça concerne l'hypothèse du salarié qui vous écrit « Mon arrêt de travail ne sera pas renouvelé, je me tiens à votre disposition. » D'accord ? À ce moment-là, effectivement, on peut envisager cette visite de pré-reprise. Alors, quelque chose qui est fondamental, qu'il faut vraiment que vous reteniez aujourd'hui, et c'est une nouveauté. Vous êtes, en tant qu'employeur, obligé d'informer le salarié de la possibilité de bénéficier de la visite de pré-reprise. D'accord ? C'est une obligation d'information qui pèse sur l'employeur.
Alors, vous me voyez venir. Si vous ne la respectez pas, qu'est-ce qu'on va voir fleurir? Un contentieux relatif au non-respect de l'obligation d'information de l'employeur par rapport à cette visite de pré-reprise et tout ce que ça a pu effectivement engendrer en termes d'état de santé du collaborateur, hein, qui pourra effectivement invoquer ce non-respect de l'obligation d'information. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est préparer dans vos tablettes une lettre type. Vous allez voir, dans laquelle effectivement on intégrera le rendez-vous de liaison ensuite dont je vais parler, mais dès lors qu'un collaborateur est absent plus de 30 jours, vous préparez le petit courrier dans lequel, ou le mail, hein, peu importe, il n'y a pas de forme particulière. Maintenant, le mail, quand même, est assez usuel, hein, en termes de preuves. Vous préparez une lettre dans laquelle vous informez le collaborateur de la possibilité qu'il a de bénéficier de la visite de pré-reprise. Et j'en parlerai tout à l'heure, et du rendez-vous de liaison. J'en parlerai tout à l'heure. D'accord? Donc ça, vraiment, soyez extrêmement vigilants là-dessus. Préparez quelque chose d'ores et déjà, sachant que, je vous le précise ici aussi, ces modifications sont applicables aux arrêts de travail qui débutent après le 31 mars 2022. Donc, vos collaborateurs qui sont en arrêt de travail actuellement ne sont pas concernés par ces modifications, c'est-à-dire que la visite de pré-reprise, c'est toujours 3 mois, d'accord, et elle est obligatoire. En revanche, pour les arrêts de travail qui débutent à partir du 1er avril, hein, d'accord, eh bien, vous appliquez cette nouvelle réglementation. Donc, soyez très vigilants là-dessus. Ça fait partie vraiment des éléments qu'il faut absolument retenir. Alors, j'allais dire plus de visites de pré-reprise, puisqu'on a réduit effectivement la durée de l'arrêt permettant d'organiser cette visite, et moins de visites médicales. Alors, je dirais que, moins de visites de reprise. Je dirais que l'objectif est ici aussi de peut-être réduire la charge de travail du médecin du travail, puisque vous allez voir, alors je fais un petit rappel, vous le savez, le salarié doit bénéficier de la visite médicale de reprise à l'issue du congé de maternité, d'une absence pour maladie professionnelle, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, et d'une absence pour accident du travail, alors je vous donne l'état avant le 31 mars, hein, d'une absence pour accident du travail ou pour cause de maladie ou d'accident non professionnel d'au moins 30 jours. Ça, c'était avant. Maintenant, avec le décret, donc toujours pareil, du 16 mars 2022, d'accord, on a toujours donc une visite médicale de reprise après le congé mater, la maladie professionnelle, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, l'absence pour accident de travail d'au moins 30 jours, et donc, fameuse nouveauté, on sort l'absence pour maladie ou accident non professionnel de la durée d'arrêt maladie de 30 jours et on augmente la durée à 60 jours. D'accord? Donc, ça veut dire que lorsque vous avez un salarié qui est en arrêt maladie classique, on va dire, vous n'êtes pas obligé de solliciter la fameuse visite médicale de reprise à l'issue d'un délai de 30 jours, mais à l'issue d'un délai de 60 jours. Voilà. Donc, je pense qu'ils ont fait le constat, effectivement, que certaines visites de reprise ne se justifiaient pas forcément. Les arrêts maladie de 30 jours sont finalement peut-être assez fréquents, ceux de 60 un peu moins. Et donc, en effet, ça permet d'un peu réduire à la visite de reprise qui ne se justifie pas forcément dans ces cas-là. Alors, toujours pareil, soyez vigilants là-dessus. Ça ne concerne que les arrêts maladie qui débutent après le 31 mars. Donc, vous appliquez l'ancien régime pour les arrêts qui ont débuté avant le 31 mars. OK ? Alors, toujours dans cet esprit, je dirais, de prévention des risques et d'objectifs de prévention de la désinsertion professionnelle, pour reprendre ce magnifique mot, de la loi. Alors, la loi instaure alors elle existait déjà, mais on attendait un décret, je ne rentre pas dans les détails, donc elle était peu usitée, améliore en tout cas le dispositif de la visite médicale de fin de carrière. Alors, cette visite médicale de fin de carrière bénéficie aux travailleurs qui bénéficient d'un suivi, excusez-moi, j'ai fait un acronyme, un suivi individuel renforcé. D'accord ? Ce sont des salariés qui sont exposés à des risques spécifiques en entreprise. Ça, c'est le médecin du travail, évidemment, le sait, puisque c'est lui qui évalue. Alors, cette visite médicale de fin de carrière, elle doit être réalisée dans 2 cas. Soit très rapidement après la cessation de l'exposition au risque, d'accord ? Soit, en cas de maintien de l'exposition, en fin de carrière, avant le départ à la retraite.
L'objectif étant que le collaborateur qui a été exposé à des risques, j'ai de plus en plus de contentieux relatifs au préjudice d'anxiété qui dépassent le cadre de l'amiante. J'ai eu un préjudice d'anxiété pour exposition au benzène dans le transport. Bon. Bref, donc il faut vraiment être extrêmement prudent là-dessus sur l'exposition au risque. Et donc, c'est vraiment, on veut que le collaborateur parte avec un dossier qui lui permette de suivre un traitement médical qui, je dirais, contre les risques liés à cette exposition justement au risque. Donc, vraiment, on suit le collaborateur après son départ. Alors, il faut que vous sachiez, alors ça c'était un décret du 9 août, c'est un des rares décrets qui a été publié après la loi du 2 août, c'est que ces nouvelles dispositions sont applicables aux travailleurs dont le départ ou la mise à la retraite intervient à compter du 1er octobre 2021. Donc là, ça s'applique d'ores et déjà pour vous. Si vous avez des collaborateurs qui partent à la retraite, pensez effectivement à cette visite médicale. Alors pourquoi il faut que vous y pensiez? C'est que, vous le voyez encore une fois, le décret précise que l'employeur doit informer. C'est encore une obligation d'information à la charge de l'employeur, doit informer le SPST, alors qu'il a connaissance du départ ou de la mise à la retraite d'un collaborateur, ok, donc là, il n'en dit pas plus, il avise le travailleur qu'il informe le SPST, et là, le SPST, le médecin du travail en l'occurrence, vérifie si le salarié remplit les conditions, c'est-à-dire les conditions d'exposition au risque, d'accord, et à ce moment-là, si c'est le cas, il organise la visite de fin de carrière. Donc, vous voyez bien que l'employeur, évidemment, n'a pas à prendre l'initiative lui-même de la visite de fin de carrière. Ce n'est pas la même chose que pour la visite médicale de reprise. Il doit simplement informer le service de prévention et de santé au travail du fait qu'un collaborateur est sur le point de partir à la retraite. Et c'est vraiment au médecin du travail de déterminer si le salarié remplit les conditions pour bénéficier de cette visite. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est une obligation d'information et non pas de déclenchement de la visite de fin de carrière. OK? C'est clair? Bon. Et donc, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, j'ai anticipé, mais le médecin du travail, donc à ce moment-là, en lien avec le médecin traitant, vous voyez la porosité entre médecine de ville et médecine au travail, eh bien, en lien avec le médecin traitant, préconise un suivi post-professionnel. D'accord? Donc, ça concerne encore une fois les travailleurs qui sont soumis à un suivi individuel renforcé. Alors, attention, la visite de fin de carrière ne doit pas être confondue avec la visite médicale de mi-carrière. La visite médicale de mi-carrière, toujours pareil, dans cet objectif de désinsertion professionnelle, elle doit être organisée au cours de l'année du 45e anniversaire du travailleur. Alors là, je n'ai pas tellement de précision à vous donner sur l'obligation de l'employeur. J'ai tendance à penser que, mais on verra peut-être avec la pratique et les éventuels décrets qui viendront après, que là, pour le coup, c'est au médecin du travail de prendre cette initiative dans le cadre de la périodicité des visites médicales, puisqu'il connaît l'âge du salarié, donc il est en mesure de déterminer si une des visites qu'il organise, une visite périodique, peut également servir à organiser la fameuse visite médicale de mi-carrière. Alors l'objectif, je ne pensais pas qu'on était vieux à 45 ans. L'objectif, c'est effectivement donc d'établir un état des lieux, donc de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé, d'évaluer les risques de désinsertion professionnelle, voilà, où en est le salarié en termes de parcours professionnel par rapport à son âge et son état de santé, et donc sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail. Et on est senior en droit du travail à 45 ans, c'est ainsi, et donc sur la prévention des risques professionnels. Donc vous voyez, on est vraiment toujours dans cet état d'esprit, on anticipe, on prévient, on analyse et on essaye effectivement d'éviter que le collaborateur, c'est vrai qu'on le sait, il y a des enjeux effectivement après 50 ans, sortent de l'entreprise pour se retrouver effectivement au chômage. Voilà l'objectif de cette visite médicale de mi-carrière. Pour le coup, je considère que ça n'a pas trop d'impact sur vous. Simplement, il fallait que vous le sachiez parce que, encore une fois, vous le voyez, on est sur un dialogue entre le médecin du travail, l'employeur et le salarié. Le médecin du travail peut, à l'issue de cette visite de mi-carrière, proposer donc des aménagements du poste du travail après échange avec l'employeur. Donc, vous voyez qu'il faut quand même que vous soyez informé de l'existence de cette visite de mi-carrière puisqu'on peut vous solliciter pour, en effet, la rendre effective. Alors, vous voyez, ça me semblait intéressant de vous le préciser pour vous montrer que l'infirmier de santé au travail en pratique avancée va avoir un rôle qui va un petit peu donc soulager le médecin du travail. C'est que cette visite médicale de mi-carrière peut être réalisée par donc l'infirmier de santé au travail
en pratique avancée. Attention, hein, c'est vraiment un infirmier bien particulier. Alors, le fameux rendez-vous de liaison. Alors ça, c'est une nouveauté pure et dure, et non pas un simple aménagement de la loi du 2 août 2021. Alors, ce rendez-vous de liaison, c'est un peu curieux, je vous avoue, on va voir ce que ça donne en pratique, mais c'est un rendez-vous qui a lieu à 3 entre donc l'employeur, le SPST. Alors, je dis le SPST parce que je ne sais pas quel sera l'interlocuteur, si c'est le médecin du travail, si c'est l'infirmier en santé au travail, si c'est bon, voilà. Et le salarié, évidemment, pour les arrêts supérieurs à 30 jours. C'est pour ça que je vais revenir à ma préconisation tout à l'heure sur la visite de l'obligation d'information. Donc ça, c'est issu du décret du 16 mars 2022. Alors, c'est un rendez-vous à 3, mais qui, bien évidemment, ne remplace pas la visite de pré-reprise, hein, ça n'a rien à voir. L'objectif, c'est vraiment, je dirais, l'objectif affiché, c'est d'informer le salarié qu'il peut bénéficier de l'examen de pré-reprise et de mesures, toujours pareil, d'aménagement du poste et du temps de travail et d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle. Je crois aussi, ça c'est l'objectif qui est moins dit, mais qui correspond à une réalité sur le terrain, l'objectif c'est de restaurer le dialogue entre l'employeur et le salarié. Je pense que je ne vais pas vous étonner en vous disant ça. Il arrive parfois que les salariés en arrêt maladie ne soient pas forcément joignables. Il peut y avoir parfois des petits problèmes de communication liés à un petit conflit qui a peut-être généré l'arrêt maladie. Et ce rendez-vous de liaison est l'occasion, parce que c'est vrai que les salariés ne prennent pas le temps peut-être toujours de téléphoner à leur employeur pour donner des nouvelles, et l'employeur n'ose pas téléphoner pour prendre des nouvelles du collaborateur parce que le droit au repos est absolu, et puis on peut effectivement peut-être des fois en tirer des conséquences pas tout à fait favorables à l'employeur. Eh bien, voilà, ce rendez-vous de liaison va permettre de restaurer ce dialogue et de permettre à l'employeur et aux salariés de reprendre contact et d'envisager d'une certaine façon la reprise, à certaines conditions qui peuvent être discutées. Ce qu'il faut en revanche que vous sachiez, c'est que lors de ce rendez-vous de liaison, aucun élément médical n'est abordé. D'accord ? Évidemment, puisque ça relève des données médicales qui relèvent du secret professionnel, évidemment. Mais, vous voyez, vraiment, on est sur... c'est vraiment un rendez-vous d'information et d'échange. Bon, on verra ce que ça donne. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Vous savez, après, il y a un fossé entre les objectifs souvent ambitieux et puis la réalité de terrain. Mais voilà, je pense qu'il faut jouer le jeu. Ce qui est important pour vous, ce qui est vraiment important pour vous, c'est que vous avez une obligation d'information, encore une fois, du salarié sur le fait qu'il peut solliciter l'organisation de ce rendez-vous de liaison. D'accord ? Encore une fois, vous n'avez pas, vous, à solliciter ce rendez-vous de liaison. Vous devez informer, en effet, le salarié de la possibilité qu'il a de le faire. Donc, je reviens à ma petite lettre type tout à l'heure que je vous invite à préparer. Vous rajoutez, dès lors que le collaborateur a un arrêt supérieur à 30 jours, vous rajoutez effectivement, vous avez la possibilité de solliciter une visite de pré-reprise et un rendez-vous de liaison. D'accord ? Voilà, comme ça au moins vous êtes propre. Vous le sortez systématiquement chaque fois qu'il y a un arrêt maladie de plus de 30 jours. Voilà pour ce qui est du rendez-vous de liaison. Je suis à peu près dans les temps, ça va. Donc rapidement, mais il faut quand même que vous le sachiez, je ne sais pas si c'était vraiment connu de votre côté, mais il existe d'autres dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle, notamment la CRPE, qui est donc la Convention de rééducation professionnelle en entreprise, qui est en fait qui était réservée aux travailleurs handicapés jusqu'à maintenant, et qui est désormais ouverte à tous les travailleurs donc, qui sont déclarés inaptes ou pour lesquels le médecin du travail a identifié un risque d'inaptitude. Alors dans ce cas-là, effectivement, une convention est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie, et le salarié fait une sorte de stage, hein, voilà, pour bien le réaccoutumer à sa profession ou pour trouver un nouveau métier. Et dans ce cas-là, il faut quand même le savoir, c'est la nouveauté, c'est que le salarié, alors son contrat est toujours suspendu, hein, puisqu'il est en arrêt maladie, il a droit aux IJSS, mais vous avez l'obligation, hein, je vous avoue que j'ai un peu du mal à comprendre, donc je vais être très franche avec vous, hein, mais bon, l'employeur doit compléter les indemnités journalières de sécurité sociale pendant cette convention pour maintenir le salaire du salarié. Okay ? Donc, sur la base de la rémunération que le salarié percevait avant
la mise en place de la CRPE. Alors, je vous avoue que j'ai du mal à voir l'articulation avec le maintien de salaire prévu par la convention collective, parce que ça peut durer 18 mois, la CRPE. Donc, vous avez des obligations de maintien de salaire qui peuvent durer, en fonction des conventions collectives, de l'ancienneté du salarié, de 3 à 6 mois, enfin voilà. Donc, ça veut dire qu'au-delà de 6 mois, alors qu'en principe, c'est le régime de prévoyance qui prend le relais, ou en tout cas, ça se réduit, je serai obligée de maintenir le salaire si effectivement la CRPE est conclue. Voilà. Bon, moi, je vous avoue que ce n'est pas très utilisé chez mes clients. Je ne sais pas si vous, de votre côté, il y a des retours d'expérience au niveau de cette CRPE. Mais en tout cas, elle existe et sachez que vous avez cette obligation-là. C'est pour ça que je voulais vous en parler en matière de maintien de salaire. Et c'est applicable aux arrêts de travail en cours au 31 mars 2022. Idem pour l'essai encadré. Je ne sais pas si vous connaissiez également ce dispositif. C'est un dispositif alors là, qui était mis en place jusqu'à maintenant par circulaire et qui est consacré par la loi. Donc, c'est le salarié qui peut demander à la caisse primaire d'assurance maladie à bénéficier en fait d'actions, je dirais, de tests sur un nouveau poste de travail ou sur un aménagement de poste. Toujours pareil, dans un objectif évidemment de ne pas perdre l'emploi. Le salarié est en arrêt maladie. Pendant ce temps-là, donc c'est mis en place avec l'accord du médecin du travail, parce qu'il faut que ça soit évidemment conforme à l'état de santé du collaborateur. Et alors, ça dure 14 jours ouvrables, je vous l'ai dit, maximum, ça peut être renouvelé 28 jours. Alors, en quoi ça vous impacte? Je dirais simplement que ça peut vous impacter parce que, effectivement, le salarié peut, alors que son contrat de travail est suspendu, être présent en entreprise parce qu'on va tester, effectivement, sa capacité à occuper un nouveau poste de travail. Donc, je voulais que vous le sachiez, que vous connaissiez ce dispositif. Encore une fois, il est peu utilisé, mais peut-être avec cette nouvelle loi, il le sera un petit peu plus, puisque, encore une fois, on est vraiment ciblé sur la prévention et le maintien dans l'emploi. Là aussi, c'est applicable aux arrêts de travail en cours au 31 mars 2022. Je voulais vous parler vraiment très rapidement de l'amélioration du suivi des intérimaires et des sous-traitants. Vous savez que parfois, on a du mal effectivement à comprendre quel service de prévention de santé au travail est compétent pour les travailleurs intérimaires, puisqu'ils sont salariés de l'entreprise de travail temporaire et non pas salariés de l'entreprise utilisatrice. Donc, il y avait un peu un mélange des genres, surtout qu'en général, c'est l'entreprise utilisatrice qui maîtrise les risques en matière d'hygiène et de sécurité. Et donc, on a la possibilité, avec la loi du 2 août, effectivement, de conclure une convention avec l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise donneuse d'ordre dans le cadre de la sous-traitance pour faire suivre le travailleur dans leur propre SPST. Vous voyez, donc, c'est quand même très pragmatique parce que c'est vrai qu'il y avait des difficultés à ce niveau-là. Et il faut que vous sachiez que, en tant que chef d'entreprise, pour ceux qui le sont ici, vous pouvez bénéficier de l'offre. Alors, je ne sais pas si c'est l'offre socle et l'offre complémentaire incluse, mais en tout cas, l'offre socle proposée par le SPST peut bénéficier aux chefs d'entreprise, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, puisque ça concernait effectivement que les salariés. Alors là, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont concernés, je vais aller rapidement, mais sachez qu'il y a une obligation de création, d'un référent handicap dans les entreprises d'au moins 250 salariés. D'accord. Ce référent handicap, toujours pareil, il a un rôle bien spécifique en matière de prévention de la désinsertion professionnelle. Il peut participer au fameux rendez-vous de liaison dont je parlais tout à l'heure et à la visite de mi-carrière dont je vous ai également parlé. Mais attention, si vous avez un effectif d'au moins 250 salariés, c'est une obligation et non pas une simple faculté. D'accord. Bon, alors on a envie de s'en féliciter de la création de ce référent handicap, mais c'est vrai qu'en pratique, je vous le disais, l'intérêt est assez restreint puisqu'il se limite aux seules entreprises d'au moins 250 salariés. Alors là aussi, on n'a pas beaucoup de précisions, je vous avoue, c'est pas forcément très clair. J'ai voulu vous en parler, mais parce que ça aura forcément des conséquences, me semble-t-il, en matière d'obligation de formation. Alors, je me permets de faire un petit préambule, mais vous le savez, désormais, les salariés ont c'est pas que je conseille les employeurs que je vous dis ça, mais ont une fâcheuse tendance à désormais former devant le Conseil de prud'homme des demandes relatives au non-respect de l'obligation de formation, c'est-à-dire que donc ils réclament la réparation du préjudice subi lié au non-respect par l'employeur de ses obligations en la matière. Tout ça pour effectivement contourner les effets un peu, je dirais, limitatifs du barème Macron. Mais
Donc, on voit effectivement ce nombre de demandes se développer. Alors, parfois à juste titre, parfois je vous dis un peu moins à juste titre, ça n'engage que moi, mais il est clair que l'obligation de formation qui pèse sur l'employeur est de plus en plus forte, de plus en plus lourde, toujours dans cet objectif tout à fait louable de maintien dans l'emploi. D'accord ? Donc, ce passeport de prévention, eh bien, a un petit peu cet objet-là, c'est-à-dire que l'employeur doit, renseigner dans ce passeport de prévention les attestations, les certificats et les diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations, alors relatives à la santé et à la sécurité, hein, bien sûr, qu'il a pu suivre. Donc, j'ai tendance à penser que ce passeport de prévention, s'il n'est pas bien rempli, bien renseigné par l'employeur, le salarié pourra toujours s'en prévaloir pour dire, regardez, mon patron ne fait pas le job, quoi. Regardez, pour preuve, le passeport de prévention n'a pas été correctement renseigné. Donc, voilà pourquoi je voulais vous en parler. Ce passeport entre en vigueur le 1er octobre 2022. Et voyez, encore une fois, c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais les modalités de mise en œuvre de ce passeport seront déterminées par le fameux CNPST. Oui, je ne vous en ai pas parlé, juste pour vous parler de ces acronymes un peu rébarbatifs, mais voilà, ils ont quand même un rôle dans ces mesures. On va terminer par notre fameux DUERP. Alors, vraiment là-dessus, j'allume une lanterne parce que ça va avoir de sacrées conséquences, tout ça. Alors, vous connaissez tous évidemment le DUERP. Bon, certaines petites entreprises parfois ne l'ont pas, elle est très petite, donc c'est ce qui est extrêmement ennuyeux parce que ça existe depuis fort longtemps. 2004, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc, vous le savez, mais c'est rédigé d'une nouvelle manière dans le Code du travail. Le DUERP répertorie l'ensemble des risques professionnels, d'accord, auxquels sont exposés les salariés, et élément fondamental, vous allez voir qu'il se décline par le fameux dépôt dématérialisé dont on va parler, et assure la traçabilité collective des expositions au risque. Alors, je m'explique. On est vraiment sur un process qualité. C'est-à-dire que, alors je vous fais un retour d'expérience par rapport à mon activité, mais moi, j'ai beaucoup de clients, si vous voulez, qui rédigent ce DUERP et puis qui le modifient au fur et à mesure, sans assurer, évidemment, la traçabilité comme on encadre un process qualité avec mise à jour du, avec les différentes versions successives. Ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. Ce n'est plus possible. C'est-à-dire, je dois assurer donc la traçabilité collective des expositions dans ces versions successives. D'accord ? L'objectif, je vous fais encore part d'un retour d'expérience, mais c'est notamment en cas de salariés exposés à des risques professionnels plus, qui bénéficient d'un suivi individuel renforcé, de permettre à ces salariés de pouvoir démontrer que 15 ans, 20 ans auparavant, ils ont été exposés à des risques X ou Y et que l'employeur n'a pas, ou a, dans le meilleur des cas bien évidemment, mis en place les mesures de prévention qui étaient nécessitées, alors à l'époque évidemment, par rapport à cette exposition au risque. Moi, dans le cas dont je vous parle, l'exposition au benzène d'un conducteur routier, mon client n'a pas été capable de me montrer ce qui avait été mis en place à l'époque, il y avait 15 ou 20 ans auparavant, lorsque l'exposition, qui ne travaille pas en circuit fermé, que l'exposition était beaucoup plus forte. Donc, préjudice d'anxiété lié à la peur de développer une maladie liée à l'exposition au benzène, notamment cancer du poumon, tout un tas de choses. Donc, vous voyez, on veut éviter ce type, effectivement, de risque majeur pour à la fois le salarié, évidemment, dont la santé est en cause, et pour l'employeur de voir sa responsabilité engagée. Donc, l'employeur transcrit et met à jour, donc, dans le DUERP, les résultats de l'évaluation des risques. Alors, on va distinguer deux sortes d'entreprises. Les entreprises de 50 salariés et plus, qui vont avoir une contrainte beaucoup plus lourde, puisqu'elles doivent établir un programme annuel de prévention des risques extrêmement détaillé. Donc, je vous ai listé le contenu, liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, d'accord, identifier donc évidemment l'exposition aux facteurs de risque professionnels, les ressources de l'entreprise qui peuvent être mobilisées et le calendrier de mise en œuvre donc des mesures. Ça, c'est pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est un peu allégé, puisqu'elles doivent seulement consigner dans le DUERP la liste des actions de prévention. D'accord ? Donc, vous voyez, il y a quand même une distinction d'effectifs. Alors, là-dessus, vous avez dû en entendre parler, mais la loi crée un portail numérique, d'accord, sur lequel vous allez devoir déposer, donc de manière dématérialisée évidemment, le DUERP et les mises à jour. Pareil, dans ce souci de traçabilité collective.
Donc, vous le voyez, cette obligation est applicable à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises d'au moins 150 salariés. Et alors, très curieusement, je m'y suis reprise à 2 fois, mais pour vérifier, mais en général, c'est plus long pour les petites entreprises, enfin les moyennes, les petites, et c'est au 30 septembre 2022 pour les autres entreprises. C'est issu du décret du 5 avril 2022, donc bizarrement, on est un petit peu plus contraignant en termes de délai pour les TPE et les PME que pour les grosses, donc qui ont en général plus de moyens pour agir, mais enfin bon, c'est ainsi. Je vous le dis, je l'ai revérifié parce que j'étais étonnée, décret du 5 avril. Alors, le décret du 18 mars prévoit que, alors dans l'attente de ce dépôt dématérialisé, vous devez conserver dans l'entreprise, donc ce DURP, avec toujours pareil, voyez, on insiste, les versions successives, donc soit sous forme de document papier, ce qui arrive encore, ou dématérialisé, évidemment, c'est accepté, dans l'attente de ce dépôt, du respect de cette obligation de dépôt dématérialisé, conformément au calendrier. Alors, c'est là qu'effectivement, il va falloir être extrêmement vigilant sur le contenu de votre DURP, et c'est là qu'il faut compter sur, je reviens au début de mes explications, sur votre SPST, appuyez-vous sur le médecin du travail et sur l'équipe pluridisciplinaire pour rédiger ce document unique. Il est fondamental. Il est fondamental. Alors, donc, il doit être conservé donc, pendant 40 ans. Vous voyez, tout à l'heure, mon propos avec lequel j'illustrais cette obligation de rédaction très concrète dans ces versions successives est aussi illustré là pour ce dépôt. Les salariés qui tombent malades 20 ans, 30 ans, 40 ans après doivent pouvoir en fait avoir accès à ce DURP sans passer effectivement par leur employeur, par ce dépôt dématérialisé. Donc vous le voyez, le texte le dit, les travailleurs, les anciens travailleurs, et toute personne, vous avez vu, c'est large, toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès, alors il va y avoir, à mon avis, le développement d'une jurisprudence, et j'ai du boulot devant moi par rapport à cet aspect-là, toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. Vous vous rendez compte, c'est quand même un inspecteur du travail, enfin, ça va être extrêmement, comment dirais-je, ça va avoir beaucoup de conséquences. Donc, effectivement, le décret précise que, alors heureusement, mais ça reste quand même, je trouve, assez large, le décret précise que, en ce qui concerne les travailleurs et les anciens travailleurs uniquement, seules les versions du DURP en vigueur durant leur période d'activité dans l'entreprise sont à leur disposition, d'accord ? Et la communication est en principe limitée aux seuls éléments afférents à l'activité du demandeur. Donc, on ne va pas non plus communiquer le DURP, enfin, ils n'ont pas accès, au DURP dans son intégralité. Mais voyez, on a quand même, une possibilité d'accès et donc de constituer un dossier. Alors, si vous voulez, moi, alors, à la fois, c'est une bonne chose et à la fois, ça m'inquiète. C'est toujours pareil par rapport à certains employeurs. Mais si vous voulez, ça va nécessairement faciliter la constitution de dossiers de maladie professionnelle ou de reconnaissance d'accident du travail. Vous savez que le DURP, alors je vous fais là aussi part d'un retour d'expérience, mais il nous est systématiquement demandé de le produire au débat. D'ailleurs, à tel point parfois qu'on fait le procès à l'employeur sur le contenu de la rédaction du DURP, alors même que ce n'est même pas un rapport avec le litige qui nous préoccupe devant le tribunal judiciaire ou même devant le conseil de prud'homme au titre de l'obligation de sécurité. Donc, on se retrouve avec des procès généraux qui sont faits aux employeurs sur le non-respect de l'obligation de sécurité. Ah, ça va vraiment le faciliter parce qu'on y aura accès. Ben regardez, vous n'avez pas pensé à ceci, vous n'avez pas pensé à cela. Voilà. Notamment en termes de risques psychosociaux, je pense au harcèlement moral. Donc vraiment, j'insiste, je m'excuse, mais soyez vraiment rigoureux, vigilants. Appuyez-vous sur votre SPST pour rédiger effectivement ce DURP. Donc, autre nouveauté du décret, donc dans les entreprises alors ça c'est nouveau, de moins de 11 salariés, il y en a quelques-unes, j'imagine, parmi vous, il n'y a pas d'obligation de mise à jour. Bon, j'ai tendance à penser quand même qu'il faut le faire assez régulièrement, mais bon, notamment parce que le décret nous dit que la mise à jour doit être réalisée, alors c'est extrêmement large là aussi, donc il y a la mise à jour annuelle, mais il y a la mise à jour lorsque une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur. Je vous avoue que ça fait partie, vous savez, des joies de la rédaction des textes. Ça va donner lieu, je pense, aussi à une jurisprudence abondante. Qu'est-ce qu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque ? Je vous avoue que, bon, ça reste quand même extrêmement large. Donc, on pourra nous reprocher de ne pas avoir fait de mise à jour dans le cas où une telle information a été portée à notre connaissance. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est une nouveauté, c'est que vous devez transmettre au SPST ce DURP lors de chaque mise à jour.
Voilà. Et donc, ces dispositions sont applicables donc, aux versions de votre DURP en vigueur donc, au 31 mars et évidemment postérieures à cette date. Dernier élément s'agissant du DURP. Donc, jusqu'à maintenant, le rôle du CSE n'était pas majeur en matière de rédaction du DURP, sauf dans des cas particuliers. Mais là, désormais, il doit être systématiquement consulté sur, évidemment, le contenu et ses mises à jour. Donc, c'est une consultation, attention, ce n'est pas juste une information, c'est une consultation. D'accord ? Donc, on est vraiment sur une volonté de co-construction de l'évaluation des risques. Alors évidemment, cela va peut-être créer des divergences d'appréciation, je vous le disais, entre les employeurs et les représentants du personnel. Voilà. Après, il peut en sortir des choses fort intéressantes dans le cadre du dialogue social, mais je crois que là, le rôle du médecin du travail sera fondamental parce qu'il va justement jouer un peu le rôle d'arbitre sur, je dirais, l'évaluation des risques et les mesures de prévention préconisées. Dernier élément, et j'en aurai terminé sur les mesures. Vous le saviez peut-être, mais le CSE doit, depuis la loi du 2 août, bénéficier de 5 jours de formation en santé, sécurité et conditions de travail. Toujours dans cette optique de prévention, pour que les interlocuteurs privilégiés en entreprise sur la question de la prévention, de l'hygiène, de la sécurité soient bien formés. Et donc, il faut savoir, ça c'est un apport donc, du décret du 18 mars, c'est que cette formation est financée par l'OPCO dans les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, effectivement, ce qui est quand même avantageux pour ces entreprises-là, puisque c'est une formation qui, en principe, est prise en charge par l'employeur. Donc, moins de 50, c'est l'OPCO qui prend en charge. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis pas trop mal. J'ai dépassé de 5 minutes. C'est parfait. J'en suis ravie parce que c'est pas toujours simple. Ce que je voulais vous dire, effectivement, c'est que ça y est, nous avons effectivement, je dirais, la loi poursuit un objectif, comme je vous disais au début, de prévention qui est tout à fait louable. Il faut espérer effectivement que les moyens dans les services de prévention de santé au travail seront à la hauteur de ces objectifs ambitieux. Je n'en doute pas. Alors, ce que je constate quand même, c'est qu'il y a les obligations à la charge de l'employeur sont quand même quelque peu alourdies, alors toujours dans un objectif louable, mais il va falloir que vous soyez tous extrêmement vigilants sur le respect de ces obligations par rapport, encore une fois, à cette obligation de sécurité dont j'ai beaucoup parlé au cours de mon exposé. Mais voilà, mais félicitons-nous d'une modernisation de ce système de santé et du souhait commun, je crois, aux entreprises que vous êtes, aux SPST et aux salariés, voilà, de réduire les risques professionnels en entreprise et vraiment de s'adonner à cet objectif de prévention. Voilà, merci en tout cas infiniment pour votre attention et voilà, je suis à votre disposition pour les questions. C'est ça. Alors, je ne sais pas si... Alors, j'en ai déjà 2 pour les personnes qui sont en visio, donc on va peut-être poser ces 2 questions-là. Après, on laissera la parole à la salle. Il y avait une question par rapport à la visite de fin de carrière. Donc, on pense fin de carrière, départ à la retraite. Mais est-ce que c'est aussi valable en cas de démission, de rupture conventionnelle ou de licenciement? Pas du tout. C'est vraiment dédié au départ à la retraite ou à la mise à la retraite. On est vraiment sur la fin du parcours professionnel du collaborateur. Ça ne concerne absolument pas les autres cas de rupture du contrat de travail. Ensuite, on a une seconde question par rapport au rendez-vous de liaison ou à la visite de pré-reprise pour les arrêts de plus de 30 jours. Donc, on a bien compris qu'il y avait une obligation d'information des salariés. On nous demande donc si ces informations peuvent être transmises aux salariés lors d'une réunion du personnel, de manière collective, du coup. Alors là, j'ai envie de vous dire non. Même si, effectivement, je dirais ni la loi ni le décret n'ont précisé les modalités de communication, mais alors je vais avoir le réflexe avocat, il va falloir se ménager la preuve du respect de cette obligation de formation, et donc se contenter d'une réunion du personnel, à mon avis, ne sera pas suffisante. Et quoi qu'il en soit, on est quand même sur une information individuelle. Donc ça veut dire que je vais devoir réitérer cette information chaque fois que j'ai un arrêt maladie d'un salarié en particulier. Donc, je ne vais pas en fait organiser une réunion du personnel pour rappeler cette obligation de... Non, je pense que ce n'est pas approprié. Oui. En complément, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire
façon individuelle, une fois par an. Parce qu'on n'a pas la visibilité quand on demande 1500 salariés. Les 30 jours, ils ne viennent pas comme ça. Hein. C'est sûr. Souvent, ça va être après coup. Donc, je vous disais que si on fait une info individuelle une fois par an, disant attention, sachez que voilà, vous avez la possibilité de faire une visite de pré-reprise et d'un rendez-vous de maison. Et puis, oui, alors c'est vrai que dans les entreprises à gros effectifs, s'il n'y a pas de service dédié, ça peut être compliqué. Ça sera mieux que rien, c'est certain. Mais j'ai quand même tendance à penser que ça reste, on verra avec le recul. Oui, c'est une obligation d'information individuelle, qui est vraiment liée à l'événement, si vous voulez, qui est liée à l'événement. Oui, j'entends, pardon, excusez-moi, mais voilà, mais ça serait pas, il n'y aurait pas forcément d'élément déclencheur. Pour moi, c'est vraiment l'élément déclencheur, c'est l'arrêt maladie de 30 jours qui enclenche effectivement l'obligation de. Oui, alors c'est vrai qu'on le fait parfois, notamment pour les entretiens professionnels. Voilà. Bon. Est-ce que c'est suffisant? Parce que le salarié, si vous voulez, le contrat de travail, il le met dans ses archives et puis donc il pourra toujours dire qu'il ne regarde pas tous les 4 matins, qu'il avait oublié le contenu de son contrat. Enfin, non, c'est pas ce que je vous préconiserais. Après, c'est vrai que voilà, il y a la pratique, hein, il y a la possibilité de le mettre en œuvre, mais étant donné que je pense qu'il peut y avoir une sanction quand même relativement lourde pour l'employeur, puisque je vous dis, il y a quand même une tendance à aller chercher beaucoup la responsabilité de l'employeur sur cet aspect-là. Je pense qu'il faudrait quand même individualiser et tracer sous forme de lettre individuelle. Enfin, lettre, mail, hein, évidemment. Voilà. Alors, on rebondit là-dessus. On demande si on peut informer le salarié à chaque arrêt, même s'il fait moins de 30 jours, au cas où il soit prolongé, qu'on n'oublie pas de l'envoyer. Alors c'est bien évidemment, qui peut le plus, peut le moins, ça c'est certain, vous pouvez tout à fait le faire. Si vous en avez les moyens, la possibilité, si c'est plus facile pour vous, effectivement, de systématiquement générer dans votre logiciel, par exemple, ce type de courrier, chaque fois qu'un arrêt maladie est émis, j'allais dire oui, hein. On n'a pas l'obligation d'attendre l'expiration du délai de 30 jours. L'essentiel, c'est de. Voilà. Et même si l'arrêt, finalement, n'est de 15 jours, écoutez, ma foi, on aura informé de quelque chose qui n'est pas applicable. Mais veillez, en revanche, dans votre courrier, à bien préciser que cette visite de pré-reprise ou le rendez-vous de liaison n'est organisé qu'à l'issue d'un arrêt, évidemment, de 30 jours. Hein. Il ne faut pas que le collaborateur s'imagine, parce qu'il reçoit ça alors qu'il a un arrêt maladie de 8 jours, par exemple, qu'il peut solliciter ce rendez-vous ou cette visite de pré-reprise. Hein. Attention, hein, donc précisez bien, si votre arrêt, dans le cas que vous donnez, hein, précis, si votre arrêt dépasse 30 jours, vous aurez la possibilité de. D'accord? D'autres questions? On va peut-être oui, bien sûr, madame. la parole aussi. Je vous écoute. Répartir entre la salle. On n'entend pas. Alors, il y a une dame qui demande si le collaborateur peut donc reprendre le travail avant la visite de reprise. Alors, non, parce que la visite de pré-reprise est une visite qui a lieu pendant l'arrêt de travail, systématiquement. C'est vraiment, c'est comme, oui, allez-y. D'accord, oui, c'est un retour pratique. D'accord. Oui, certainement. Ouais. Faire le parallèle à ce moment-là avec l'arrêt médical du médecin traitant qui a ordonné un arrêt maladie. Donc, c'est compliqué pour l'employeur de faire reprendre même avec une visite de pré-reprise. Ah oui, c'est-à-dire. Complètement. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où l'employeur est en possession d'un arrêt de travail, le contrat de travail est suspendu. Et la visite de pré-reprise ne met pas fin à la suspension du contrat de travail. Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. Et les médecins du travail, que je rencontre fréquemment ici à la IPVR, sont parfois gênés par rapport à ça, effectivement, parce qu'il leur incombe de qualifier la visite qui leur est demandée parfois. Et ils ont tendance à penser que certaines visites sont des visites de reprise, alors que l'arrêt maladie est encore en cours. Et là, je vous rejoins parfaitement, madame. L'employeur engagerait sa responsabilité parce qu'il tirerait les conséquences d'un éventuel avis d'inaptitude qui serait émis dans le cadre d'une visite qui est en réalité une visite de pré-reprise. Et là, le licenciement qui s'en suivrait, s'il y en a un, à défaut de reclassement, serait évidemment non valable, hein, non légitime.
légitime. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, et ça a pu arriver effectivement ici, il faut absolument demander au médecin traitant de rédiger un courrier en précisant que le terme de l'arrêt maladie est anticipé. C'est-à-dire que, n'importe quoi, dans l'hypothèse où il a mis 15 avril, que la visite de reprise de pré-reprise devait avoir lieu le 10 avril, si on estime que c'est désormais une visite de reprise, nécessairement, le médecin traitant doit établir que l'arrêt maladie est raccourci finalement, hein, de manière très pratique. Mais c'est quand même des choses à éviter, ça. Hein. C'est vraiment à éviter. Oui. Alors, juste, si les personnes dans la salle, vous pouvez parler fort, parce que en fait, le micro est ici au niveau de l'ordinateur, et du coup, les personnes en visio n'entendent pas forcément les questions et les remarques. Donc, on va essayer de les reprendre à l'oral. Oui. Mais après, quand ça réenchérit, qu'il y a un échange, c'est pas entendu. Donc, voilà, dans la mesure du possible, on va essayer de faire du mieux possible. Merci. Donc, vous venez de donner l'information que seule la visite de reprise suspendait l'arrêt maladie. Met fin à la suspension du contrat de travail. La visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. C'est-à-dire que si normalement, on a 8 jours pour avoir cette visite de reprise. Exactement. Si cette visite de reprise a lieu 1 mois ou 2 mois après la reprise et que le salarié a un accident de travail pendant ce temps-là, est-ce qu'il était considéré comme en suspension ou est-ce qu'il est, comment ça se passe? Alors là, grande prudence. C'est-à-dire que le collaborateur, tant qu'il n'a pas passé sa visite médicale de reprise, selon mes préconisations, ne doit surtout pas reprendre le travail. D'accord? Donc là, j'en appelle au SPST à respecter effectivement le délai de 8 jours, ce qui, je sais, n'est pas toujours facile, mais normalement, cette visite de reprise, elle permet d'évaluer l'aptitude du collaborateur à reprendre le poste de travail. Si vous faites travailler le collaborateur et qu'il a un accident du travail, vous êtes à 100% responsable parce que vous avez fait reprendre un collaborateur sans savoir si son état de santé lui permettait de reprendre. Donc, c'est extrêmement grave en termes d'obligation de sécurité. Donc, concrètement, il faut anticiper effectivement autant que possible, si le collaborateur veut bien donner des nouvelles, mais la fixation de la date de la visite médicale de reprise, elle est censée avoir lieu dans les 8 jours. Même si elle a lieu le 8e jour, d'accord, vous demandez au collaborateur de rester à son domicile, moyennant rémunération, je sais, c'est facile, c'est pas moi qui fais le chèque, mais mais bon, c'est pour ça que quand c'est 1 mois ou 2 mois, c'est pas possible. Hein. Oui, mais bon là, par contre, je peux pas. C'est pas. Oui, mais la loi dit 8 jours. La loi dit 8 jours. Et oui, mais à ce moment-là, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est qu'il faut dire au collaborateur de se remettre en arrêt maladie. Hein. Moi, je suis désolée. Ben voilà, c'est pas à vous de payer. Le salarié resté chez lui. Mais ce n'est pas non plus à vous de prendre la responsabilité de mettre un salarié à son poste de travail pendant 1 mois ou 2 mois, alors que le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur son aptitude. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, d'accord? Donc, il se remet en arrêt maladie. Donc, je termine. Donc, dans l'hypothèse idéale où l'arrêt maladie, où la visite médicale de reprise a lieu dans les 8 jours, le collaborateur reste chez lui moyennant rémunération, il est déclaré apte à l'issue de la visite médicale de reprise, il reprend. Voilà. Mais surtout que le collaborateur ne reprenne pas s'il n'a pas eu la visite auprès du médecin du travail. Ce n'est pas possible. Juste sur la prolongation, c'est une cas de figure qui se présente régulièrement. Donc, je demandais à ce que, effectivement, faites-vous prolonger. Maintenant, systématiquement, les élus vont compris non, c'est un maintien de salaire, ce n'est pas une prolongation. Voilà. Quand vous avez une visite qui est trop éloignée, voilà. Sauf que la loi ne dit rien là-dessus. Oui, mais sauf que. Oui, mais alors. Les salariés jouaient le jeu, ils disaient bon, voilà, je vais faire prolonger 15 jours plus. Alors, moi, je vais vous dire. On me reproche de dire, vous n'avez pas anticipé, c'est pas de problème. Oui, non. Sauf que c'est pas. Non, voilà, non. Alors, concrètement, ce que disent les textes et la jurisprudence, là-dessus, sur cette période de 8 jours, en fait, il n'y a aucune obligation légale de maintien du salaire. Donc, moi, c'est ce que je préconise, mais ce n'est pas une obligation. Je m'explique pourquoi. Hein. Ce n'est pas du tout une obligation. Je dirais même que les textes laissent entendre que le collaborateur doit reprendre. Donc, moi, ce que je vous dis, oui. Mais sauf que c'est toujours pareil. Il faut être dans la gestion de risque. La gestion de risque. C'est-à-dire que moi, je préfère dire à mes clients, sous réserve, encore une fois, que les 8 jours, tu dois respecter, mais il vaut mieux payer un collaborateur à rester chez lui pendant 8 jours que de le faire reprendre et avoir les conséquences financières, voire beaucoup plus dramatiques, d'un accident du travail parce que je n'ai pas vu le médecin du travail. D'accord? Donc, alors, j'allais dire, c'est relativement jugulé dans ses effets financiers si je reste à 8 jours, ou 3, 4, 5 jours. C'est sûr que dans l'hypothèse de 1 mois ou 2 mois, c'est vraiment problématique.
mais vos élus ne sont pas sympas, si je peux me permettre, parce que pour le coup, c'est quand même pas à l'entreprise à prendre en charge ce qui ne relève pas d'eux. Donc, le médecin traitant peut effectivement, excusez-moi, enfin, les médecins traitants peuvent facilement délivrer un arrêt maladie, hein, on est tous confrontés. Je pense que dans cette hypothèse-là, il peut le faire. On espère que les nouveaux SPST vont essayer de, et je sais que ceux pour lesquels je suis présent aujourd'hui s'y attellent au quotidien, de faire en sorte que la pénurie des médecins du travail arrive au bout. Mais enfin, je peux vous dire que c'est pas simple pour y être confronté avec vous, et on fait au mieux. Mais c'est pas à l'entreprise effectivement de subir financièrement les conséquences de tout ça. On est complètement d'accord. Mais vous voyez, voilà, c'est de la gestion de risque. Voilà. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Je reviens sur le passeport de prévention. Oui. Donc, si on a bien compris, en fait, l'employeur doit former les salariés. Alors, j'allais dire, c'est une obligation de formation très générale, voilà, et qui se décline par plusieurs obligations. Les formations obligatoires en font partie. Alors, oui, effectivement, elles devront être intégrées dans ce passeport de prévention. Oui, donc, celles qui ont les formations obligatoires, par exemple, si vous prenez un cariste qui doit être formé. Le CACES, par exemple, voilà, ouais. Est-ce que ces formations, voilà, je veux dire, ça rentre dans l'obligation de formation, bien sûr. Oui, tout à fait. Après, il y a deux choses dans l'obligation de formation. Il y a les formations obligatoires qui sont rattachées à l'hygiène et à la sécurité, voilà, au poste. C'est-à-dire que je ne vais évidemment pas embaucher un cariste qui n'a pas le CACES, ok. Sinon, là, pour le coup, j'engage ma responsabilité. Et puis, il y a l'obligation d'adaptation au poste de travail. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui, pendant 20 ans, occupe le même poste, je prends n'importe quel exemple, une secrétaire qui n'a pas suivi de formation Excel, de formation Word, je dis n'importe quoi, elle va pouvoir effectivement, en cas de licenciement, reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté l'obligation d'adaptation au poste de travail. Maintenant, voilà, je me suis retrouvée sur le marché de l'emploi et en fait, j'ai eu le même poste pendant 20 ans. Vous n'avez pas été capable de me former et je suis aujourd'hui en difficulté pour trouver un emploi. Vous voyez le rattachement. Voilà. Donc, il y a l'obligation de formation, je dirais, rattachée à l'hygiène et à la sécurité. Et puis, il y a l'obligation de formation plus large, obligation d'adaptation au poste de travail. Vous voyez la différence? Et je pense que le passeport de prévention, d'après ce que j'en ai compris, encore une fois, il faut attendre la pratique et puis peut-être les décrets, mais je pense que ça inclut tous ces aspects-là. Donc, c'est pour ça que ce sera un outil pour le salarié pour montrer que le nécessaire n'a pas été fait. Ouais. Excusez-moi. Convention pour les salariés. Ah, la CRPE. Là, il est indiqué que le CRPE, il est contre l'employeur, le salarié de la CPAF, et ça vise apparemment les salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, sauf que sur les avis d'inaptitude, on a des fois des avis d'inaptitude qui sont quasi immédiats, avec possibilité de reclassement, dispense de reclassement. Et donc, en règle générale, les procédures de licenciement pour inaptitude vont très, très vite. Et oui, on a ce fameux délai de mois. Voilà. Ouais. Donc, le CRPE, comment on l'articule sur ce cas de figure? On n'a pas d'obligation de rechercher un reclassement, etc. Alors, j'ai tendance à penser, là, pour le coup, alors, j'ai pas de retour d'expérience à vous faire, très sincèrement, hein, parce que vraiment, c'est pas du tout utilisé, moi, chez mes clients, ça. Maintenant, ce que je pense très concrètement, c'est que on a quand même un contrat de travail qui est encore suspendu. Donc, je pense que, en fait, après l'avis d'inaptitude, on repart sur, en fait, une période de suspension du contrat de travail pendant laquelle la CRPE est active, si vous voulez. Donc, certainement qu'à l'issue de la CRPE, on revoit le médecin du travail qui va à nouveau peut-être, soit il va déclarer le salarié inapte, il va confirmer l'inaptitude, soit il va le déclarer apte. Effectivement, vous avez raison, parce qu'il y a deux cas. Il y a le cas de l'inaptitude qui est censé effectivement, comment dirais-je, aboutir à une procédure de licenciement en cas de dispense de reclassement, évidemment, ou à défaut de reclassement possible. Et puis, donc, le contrat normalement prend fin. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très cohérent par rapport à la CRPE, mais je pense qu'en réalité, on repart vraiment sur une procédure de suspension du contrat de travail, puisque le salarié perçoit les IJSS et que l'employeur maintient le salaire. Mais je n'ai pas de retour particulier d'expérience à vous faire là, pour le coup. J'ai une question, s'il vous plaît. Ah, il y a quelqu'un qui a une question.
Oui, je voulais savoir. Pour les personnes en visio, merci de poser vos questions par écrit parce que sinon. Je l'ai déjà posée. Ben, on va y venir. Alors, du coup, on a encore beaucoup de questions ici. La date d'obligation du dépôt sur le portail du BU pour les entreprises de moins de 250, on demande, n'est-ce pas plutôt en 2024? Non. Non. Alors, attendez, il faut que je reprenne. Le décret du 5 avril 2000. Non, attendez, je confonds. Là, on a dit que c'était septembre 2022. Oui, tout à fait. OK. Parce qu'en fait, je pense que l'information qu'a la personne, c'est très frais, hein, c'est le décret du 5 avril. Le décret du 5 avril. C'est pour ça que j'ai vérifié, je m'en suis expliqué tout à l'heure parce que j'étais étonnée. Vous avez raison, au départ, c'était juillet, je crois, 2024 ou janvier 2024, je ne sais plus. Et le décret du 5 avril a ramené au 30 septembre 2022. D'après les dernières infos très fraîches que j'ai, puisque nous sommes le 14. Après, on dit qu'on n'a pas parlé, on n'a pas évoqué la téléconsultation. Est-ce que c'est quelque chose qui va être amené à se développer? Oui, tout à fait. Ça, j'en ai pas parlé parce qu'il fallait que j'étais obligée quand même d'être un peu synthétique. Oui, la téléconsultation, effectivement, est mise en œuvre dans le cadre de cette loi. En effet, la télémédecine qui va permettre aux médecins du travail de prévoir des consultations avec d'autres professionnels de santé dans le cadre de téléconsultation. Tout à fait. Ça fait partie des. Parce que ça ne vous concerne pas directement, donc j'ai pris les mesures qui vous concernent directement. Mais en effet, vous avez parfaitement raison, madame ou monsieur, ça fait partie des nouveautés de la loi du 2 août. Ensuite, on parle de la visite de mi-carrière. On a vu qu'elle pouvait être couplée à un autre type de visite dans les 2 ans précédant la date anniversaire. Tout à fait. Est-ce que ça concerne uniquement les visites périodiques ou est-ce que ça peut être avec n'importe quel type de visite? En principe, c'est n'importe quelle visite. OK. Les personnes en mi-temps thérapeutique peuvent-elles bénéficier d'une visite de liaison, du rendez-vous de liaison? Très bonne question. Alors, là, toujours pareil, hein, aucun retour pratique, mais je dirais que si on raisonne par le haut, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le contrat de travail reste suspendu, même si le salarié travaille à mi-temps. Mais j'ai quand même un contrat de travail qui est suspendu. Donc, si le contrat de travail est suspendu pour une durée de plus de 30 jours, j'ai envie de dire oui. Et j'ai envie de dire, réfléchissons aussi toujours à l'esprit de la loi. D'accord? Essayons d'aller au-delà de ce qui est écrit. L'objectif de ce rendez-vous de liaison, c'est justement de garder le contact. Alors, on l'a en entreprise, mais de garder le contact dans l'objectif d'une reprise dans les meilleures conditions. Donc, pourquoi se priver de l'organiser? Surtout que c'est un rendez-vous à 3, hein, ne l'oublions pas, travailleurs, employeurs et services de santé. Donc, oui, j'ai envie de dire oui. C'est-à-dire qu'il est partiellement suspendu puisque le salarié est en arrêt maladie et qui perçoit les indemnités journalières de sécurité sociale. Donc, on parle d'une suspension quand même du contrat. Enfin, puisqu'après, on voit… Bien sûr, c'est le côté très hybride du temps partiel thérapeutique par définition, c'est que j'ai une partie, j'exécute mon contrat de travail et j'ai une partie IJ. Et qui dit IJ dit arrêt maladie. Vous avez un arrêt maladie nécessairement qui couvre le mi-temps thérapeutique. Hein. Ah si. Il y a une prescription oui. de temps partiel thérapeutique, mais qui n'est pas un arrêt maladie. Vous avez bien sûr que si, vous avez une prescription du mi-temps thérapeutique alors, qui au départ est préconisée par le médecin traitant, qui est avalisée par le médecin du travail, et vous avez un arrêt maladie qui permet aux salariés de bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale. Ah si. Enfin, écoutez. Ouais. Moi, je voudrais revenir sur le document unique. Oui. Nous, on utilise depuis déjà 6 ans la trame qui avait été communiquée par la médecine du travail. C'est un outil complexe. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il faudrait transmettre au service de prévention. Lors de chaque mise à jour, oui. On aura le temps de regarder, ou elle aura le temps de regarder le document, parce que j'ai 600 lignes chaque année. Et justement, est-ce que vous avez un contact à nous fournir, à nous communiquer? Alors moi, je ne peux pas vous répondre à ce sujet-là. C'est certain que
les objectifs sont ambitieux, il faut que les moyens soient à la hauteur des objectifs ambitieux. C'est une obligation de transmission. Est-ce que pour le coup, le pendant, c'est une obligation de vérification de son contenu? Pas nécessairement, je ne pense pas. C'est-à-dire que je pense que le SPST va l'archiver par rapport à son dossier entreprise, de façon à pouvoir s'y référer en cas, effectivement, enfin, lorsqu'il reçoit un salarié, un collaborateur pour pouvoir voir ce qui a été mis en place en matière de prévention. Je pense que ce sera plutôt à vous d'aller solliciter le médecin du travail, de dire voilà, j'ai eu tel problème au niveau de la mise à jour de tel risque. Merci de regarder si, dans la mesure où vous êtes venu il y a 3 mois dans l'entreprise pour vérifier tel ou tel point chez moi, est-ce que c'est cohérent la mesure de prévention que j'ai mise en place? Vous voyez, quitte d'ailleurs, j'allais dire, mais c'est vraiment, encore une fois, la mission de conseil, j'insiste là-dessus, conseil et d'accompagnement des entreprises par le service de santé au travail, mais allez le chercher en amont de la mise à jour par rapport aux nouveaux risques qui seraient portés à votre connaissance, pour revenir à cette problématique. Vous voyez, parce qu'au moins, vous le rédigez avec lui et lorsque vous le transmettez, les choses sont claires. Et si la mise à jour est déposée sur le portail numérique est accessible à différents. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils. Oui, j'entends toujours le souci d'alléger vos obligations, c'est clair, puisque ça les alourdit. Mais c'est vrai que si on s'en tient là pour le coup au texte, il y a vraiment une obligation de transmission. Donc je pense qu'il faut assurer quand même la traçabilité. Parce que si vous voulez, alors si à la limite, si vous ne voulez pas le transmettre, il faut au moins écrire au SPST en disant j'ai mis à jour. Vous pouvez le consulter sur le portail numérique. Ça on est d'accord. Mais il faut quand même qu'il y ait une trace, selon moi, du mail par lequel vous informez, voyez, le SP. Et sur le portail numérique, on a des échos, parce que ouf. Alors, moi, je dirais que je n'ai pas d'écho particulier. Ça fait partie des choses qui ont été pour l'instant mises de côté. Bon, alors après, restons positifs. Oui, on a des traves types, mais en fait, est-ce que ces traves vont correspondre au format souhaité Moi, je pense que c'est un portail numérique plutôt type, vous savez, comme les dépôts d'accords d'entreprise. Ça va être plutôt ça. Il n'y aura pas de trame, ce sera le vôtre que vous irez déposer comme sur Téléaccord. C'est pareil. Non, ça sera... Il y a un peu une question. Pardon. Juste, il y a une question qui se rapproche de celle-ci sur la mise en œuvre, mais au sujet du passeport prévention. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des informations non, là, pour le coup, j'en ai vraiment très peu. Là. Il va falloir suivre. C'est ça. La question d'une plateforme. Oui. Sur la formation, on a le bilan incident des formations. Est-ce que ce bilan incident, on historise les formations? Est-ce que ça ne pourrait pas faire en fonction de passeport? C'est vrai qu'il faudra voir quelle forme prend ce passeport. C'est toujours pareil. C'est toute la difficulté. On verra s'il y a des contraintes formelles claires ou si un autre document peut faire office de passeport de prévention que vous agrémenterez au fur et à mesure en fonction du contenu tel qu'il sera décrit. Je reviens sur le référent handicap. Oui. C'est quoi sa mission et qui doit le désigner? Alors ça, c'est pareil, je ne sais pas plus que ce que je vous ai dit. Alors c'est une obligation, ça c'est clair, dans les entreprises d'au moins 250 salariés, donc en dessous, ce n'est pas nécessaire. Sa mission, c'est vraiment, de manière générale, après elle sera peut-être déclinée plus précisément, mais de faire en sorte d'éviter la désinsertion professionnelle justement des salariés porteurs de handicap qui sont en difficulté. C'est pour ça qu'il assiste notamment au rendez-vous de liaison, il peut assister, et qu'il assiste également aux visites de mi-carrière. D'accord, parce que justement, il est là pour essayer d'apporter éventuellement son expertise pour éviter, en tout cas pour plutôt parler positivement, pour assurer le maintien dans l'emploi du salarié porteur de handicap. Mais on en saura plus aussi, ça fait partie des éléments. Voilà. Et ça, c'est pas grave quand il y a une entité siège avec d'autres entités rattachées. Ah oui, alors ça, c'est la question du décompte de l'effectif, qui est une question tout à fait pertinente parce que en fonction d'eux. Alors, l'effectif s'apprécie au niveau de la structure juridique et non pas au niveau du groupe de société. Voilà. C'est par entité juridique distincte. Oui. Alors, de moins 2, pardon. Un arrêt maladie de moins 2. Oui, tout à fait. Non. En cas d'arrêt maladie non professionnelle, oui. L'arrêt maladie est revalider de maladie professionnelle.
Ah, mais ça, on ne peut pas vous le reprocher, puisque au moment où vous aviez l'obligation de déclencher une éventuelle visite de reprise, c'était un arrêt maladie tout court. Donc, on ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir fait le nécessaire alors que la maladie professionnelle n'était pas reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie. Ah non, c'est pas possible, ça. Ah non, je ne vois pas comment c'est possible. Comment voulez-vous être tenu de faire quelque chose dont vous n'êtes pas informé? Quand bien même la procédure de reconnaissance serait en cours, hein. Vous avez un arrêt maladie tout court. Donc, on applique bêtement le texte là pour le coup, hein. Ah oui, non, non, pas d'inquiétude là-dessus. Après, il y a d'autres aspects hein, sur vous n'avez pas mis en œuvre toutes les mesures pour éviter la maladie professionnelle, mais on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir fixé la visite médicale de reprise. Non, non, ça c'est sûr. Oui. En tant que petit ouvrier, je trouve difficile au niveau de la loi, au niveau quand on avait des médecins du travail. Déjà, on les voit pas en réunion. En visite, on les voit pas. En recherche de poste de travail pour les inaptitudes, on les voit pas non plus. Alors maintenant, on rajoute des rendez-vous de liaison. Comment on va faire avec tout ça? Oui, alors là, je ne veux pas parler au nom de l'AIPVR et du service de santé de Tournon. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est évident qu'on a un vrai problème de pénurie de médecins du travail, hein, ça c'est clair. Pourquoi? Alors déjà, ce qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est que pour 15 millions de travailleurs en France, on a 17 600 personnes hein, d'effectifs au niveau de tous les services de santé au travail. Donc, vous voyez déjà le rapport 17 600, 15 millions de travailleurs. Hein. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pénurie de médecins du travail. Pourquoi? Les étudiants en médecine considèrent que la médecine du travail, c'est une voie de garage. C'est très clair. Alors que c'est un métier que je considère, moi, pour vraiment, je le dis souvent à Madame Aiguebonne, mais pour avoir plongé dans l'univers de l'AIPVR, c'est un métier qui, je pense, est passionnant. C'est-à-dire que véritablement, si on prend les choses à bras le corps, si on s'y intéresse et qu'on n'a pas effectivement ce biais qui consiste à dire je suis un médecin de seconde zone, ce qui est faux, d'accord, c'est un métier qui est passionnant. Mais n'empêche que ça ne crée pas des vocations. Pour tout vous dire, personnellement, j'ai ma nièce qui est étudiante en médecine. Elle a 22 ans, c'est encore le cas. C'est-à-dire que si tu es médecin du travail, ça veut dire que tu as raté tes études de médecine. Donc, tant qu'on en sera là, on n'aura pas de médecin du travail. Voilà. Donc, alors qu'ils ont un rôle, on le voit bien, et vraiment, il est mis en valeur à travers ce que j'ai essayé de vous dire aujourd'hui. C'est un rôle fondamental en entreprise. Et vous le dites très bien, monsieur. C'est-à-dire que il y a des conséquences par cette absence. Il y a vraiment des conséquences. Et on pourrait les mesurer, je pense, à travers plein de choses. Bon, donc, restons positifs. Je suis optimiste quant aux capacités notamment de votre AIPVR et du service de santé de Tournon pour mettre en place les moyens, voilà, pour trouver des médecins du travail. Je sais qu'en tout cas, on s'y attelle quotidiennement. Mais vous avez raison, il faut que les moyens soient à la hauteur des objectifs de cette loi, c'est clair. Alors, j'ai deux questions. On a parlé tout à l'heure de la formation du CSE, des 5 jours de formation. Est-ce que c'est quelque chose qui est à caractère obligatoire? Oui. Ah oui, c'est une formation qui est obligatoire. Donc, qui est prise en charge par l'employeur dans les entreprises d'au moins 50 salariés et qui est prise en charge par l'OPCO dans les entreprises de moins de 50 salariés. Ah oui. Ça n'a rien à voir avec les formations déjà qu'ils ont eues. Non, non, ça n'a rien à voir avec la formation économique, etc. Non, non, rien à voir. C'est vraiment une formation dédiée, encore une fois, dans cet objectif de prévention, à la santé et à la sécurité. Oui. Du coup, est-ce que pendant le CSE, si on fait appel justement à une personne QSE de l'entreprise pendant ces réunions, est-ce que ça permet de répondre à cette obligation? On apporte un peu le... Ah non, c'est une formation qui est faite à l'extérieur. Ah non, 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 c'est très encadré. Non, non, non. On va voir après au niveau encore une fois des décrets, mais c'est une formation exactement sur le même type que la formation. Allez. Oh, oui, tout à fait. Quand vous dites membres, c'est-à-dire les titulaires et les suppléants. Ah oui, d'accord. Les trucs qui sont du coup représentants. C'est la CSCT, c'est oui, ah oui, oui, ah oui, la CSCT, oui. Oui. Ah oui, ils sont directement, les membres de la CSCT sont, voilà, évidemment, directement concernés. Et c'est en plus de ce que vous avez déjà. Oui, ah oui, oui. Ce qu'on dit sur. Après, il est possible, excusez-moi, que les organismes de formation s'organisent pour que peut-être ils fassent d'une pierre deux coups sur les différentes formations dont doivent bénéficier les. En tout cas, c'est 5 jours pleins, donc ça ne peut pas être à moitié. Hein. Oui, dites-moi. Oui. Oui. Oui, ce qu'on dit sur le sujet des jours de formation, donc le CSE chez nous,
on fait ça avant le 31 mars, dans 3 jours. On va parler bien sûr des UFP, mais également d'un plan de prévention des risques. C'est le fameux. Donc vous êtes entreprise de moins de 50 ou plus de 50? Plus de 50. C'est le fameux plan de programmation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, le programme annuel de prévention des risques. Je pense que c'est ça dont ils vous ont parlé. Qui est inclus au DERP. Et oui, je pense que c'est ça. Vous l'aurez le support, vous pourrez le lire à tête reposée, mais c'est ça dont ils vous ont parlé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des obligations beaucoup plus contraignantes en termes d'évaluation des risques, d'indicateurs de résultats, de ressources et de calendrier qui sont beaucoup plus lourdes en termes rédactionnels, si vous voulez, dans les entreprises de moins 50. C'est beaucoup plus lourd que pour les entreprises de moins de 50. D'accord? Donc, il y a vraiment, on est venu imposer une rédaction, on va dire, plus précise avec, encore une fois, un calendrier de mise en œuvre. Donc, ce calendrier de mise en œuvre va effectivement pourrait être une pierre d'achoppement pour des personnes qui pourraient revendiquer que par rapport à un risque, une mesure de prévention a été préconisée, elle devait être mise en place à telle date et qu'à la date butoir, elle n'a pas toujours été mise en place. Et si un accident du travail, une maladie professionnelle et qui est lié à ce risque pour lequel la mesure de prévention n'a pas été mise en place en temps et en heure, imaginez les conséquences. C'est toujours pareil. Je suis un peu... Mais c'est vrai que c'est extrêmement lourd, mais il y a des enjeux majeurs, des enjeux, je dirais, alors déjà tout simplement humains, c'est-à-dire que faisons en sorte que l'état de santé de nos collaborateurs puisse être préservé au mieux, et puis des enjeux en termes de responsabilité, effectivement, de l'employeur, en termes d'obligation de sécurité. Donc vraiment, attelez-vous prioritairement à cette mission qui est en vigueur, à cette mission de rédaction qui est en vigueur là. Hein. Je ne parle pas du dépôt dématérialisé, hein, je parle du contenu du DUERP. J'ai une dernière question de ce côté-là, par rapport à la visite de fin de carrière. Est-ce qu'on peut reprendre le caractère d'information? Est-ce que c'est juste une information? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça concerne que les salariés en CIR ou est-ce que ça concerne tous les salariés? Est-ce qu'on peut refaire un petit point très rapide là-dessus? Oui, la visite de fin de carrière ne concerne que les travailleurs en suivi individuel renforcé au moment de leur départ à la retraite. Et elle n'est pas obligatoire. L'employeur a une obligation d'information. Voilà, et après, le salarié décide ou pas de contacter son service de santé au travail. Exactement. Alors, c'est pas le collaborateur, c'est le médecin du travail qui reçoit l'information par l'employeur qu'un salarié va partir à la retraite ou va être mis à la retraite. Et c'est le médecin du travail qui, en fonction des éléments dont il dispose sur l'état de santé du collaborateur et de son suivi, qui décide s'il doit avoir cette visite médicale de fin de carrière. Donc, c'est entre les mains du médecin du travail, mais encore faut-il qu'il sache que le salarié part à la retraite, ce qu'il ne sait pas. Donc, c'est là que l'employeur a une obligation d'information. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Il n'y a plus de questions au niveau de la visio. Il est déjà 10 heures. Peut-être une dernière question dans la salle s'il y a. Et puis, après, on arrêtera là. La formation de 5 jours, est-ce que c'est déjà dans le décret ou est-ce qu'il faut qu'on attende le décret pour faire les demandes? Alors, le principe de la formation est acquis dans la loi et simplement le décret a précisé, alors peut-être qu'il y en aura d'autres encore, mais en tout cas, le décret a précisé, vous savez, la question du financement, moins de 50, plus de 50. Mais après, le principe de la formation est acquis. Est-ce qu'elle est annuelle ou est-ce qu'elle est une fois par mandat? C'est une fois par mandat. Hein. Mon Dieu. Non, mais on avait la question. Mais c'est une excellente question parce que ça peut. Mais non, c'est une fois par mandat. Ok. Très bien. Écoutez, merci. Merci à tous. Merci Maître pour votre présentation. Merci. On va mettre désormais fin à cette réunion. Et bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci infiniment. Au revoir. Merci.